mercredi 10 septembre. 10 septembre, nous sommes le 10 septembre. Amis sportifs, merci et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision. 10 septembre, lendemain très difficile pour les fans de football. Vous le savez, après la défaite concédée hier par le Cameroun face au Cap-Vert, 0-1, une victoire des requins bleus qui complique désormais la tâche des Lions indomptables dans la quête d'une qualification directe pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde de football FIFA 2026. Mais rien n'est perdu, affirme la Fédération camerounaise de football après cette défaite, puisqu'il reste encore deux journées des 16 éliminatoires du Mondial 2026 et aussi une seconde phase consacrée au barrage. Dans ce magazine ce soir, bilan du Cameroun à l'issue de la 7e et 8e journée des 16 éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique et projection sur les 9e et 10e journées prévues au mois d'octobre prochain. On parle de tout ça dans la seconde partie, notamment de cette émission. Le temps d'évoquer évidemment d'autres sujets dans la pause actu, en l'occurrence le cyclisme et la fin du tournoi de football jeune baptisé tournoi Paul Biya. Nos invités ce soir, Jérôme Bango, agent de joie, est avec nous. Jérôme, bonsoir, bienvenue. Ça faisait un petit moment. Comment allez-vous? Je vais bien pour l'instant, Lydie. Bonsoir et bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui, tous les mercredis, se pressent à vouloir voir cette grande émission de sport, je vais dire. Donc, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Comment est-ce que vous avez trouvé, en quelques mots, le mercato? Vous êtes agent de joueur. Oui, le mercato sur le plan national, je vais dire qu'avec quelques propositions du côté de Colombe, parce que là, de ce côté-là, l'ami Richard, oui, j'avais eu à cibler quelques joueurs pendant les barrages de MTN Elite Tour et les playoffs. On avait pu repérer quelques joueurs, mais j'en ai discuté avec lui. Malheureusement, ces joueurs étaient déjà en contact avancé avec d'autres clubs. Oui. Sauf l'un des éléments qui venait du côté de l'Aigle de Tchang qui a paraffé un contrat avec la Colombe. Mais bon, on avait aussi quelques joueurs qui nous venaient du côté de Soudan, qui n'étaient plus opérationnels avec, je veux dire, et avec la guerre qui sévit de ce côté-là. Donc nous avions discuté avec un Camerouno-Soudanais qui jouait arrière droite, qui n'a pas pu ratifier le contrat parce qu'il faudrait qu'il résidait du côté d'Abidjan. Et on avait aussi un Nigérian qui devait aussi... qu'on a proposé du côté de l'EC, mais financièrement, il n'était pas prêt. Donc, il faut dire que l'actualité des transferts, avec les transferts sur le plan local, ça n'a pas été grand-chose. Mais à l'international, on a tellement bougé avec, dans l'ensemble du groupe. Et pour le moment, on a un dossier avec un jeune joueur, un U17, qu'on est en train de proposer du côté de Nantes en France. Donc on attend que tout soit officialisé. Mais il faut dire que c'est des temps aussi pendant le mercato. J'espère bien avoir l'information. Attends, quand ce sera bouclé. D'accord, j'espère bien moi aussi. Merci bien Jérôme Bango d'être là ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir également Guy Marcel Thiou Djitaki, le point focal football jeune du Vouri. Président, bonsoir. Bonsoir Marquez Alizi, bonsoir Jérôme Bango, bonsoir M. Zambo. Et j'aimerais particulièrement le dire à la communauté des youtubeurs qui suivent la Nuit des Sports. Parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, si vous ratez l'émission, sur YouTube, vous pouvez suivre l'émission en léger décalé. Vous pouvez faire des commentaires et ces commentaires nous intéressent le plus. Parce qu'à partir de là, vous nous dites un peu ce que vous pensez et on a l'occasion de pouvoir, à travers les commentaires, d'interréagir. Donc voilà. On espère qu'on fera une belle émission. On va essayer de partager comment s'est passé le tournoi d'excellence baptisé tournoi Paul Biya. Quels ont été le top, quels ont été ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a modifié pour que l'année prochaine, lors de la prochaine édition, ce soit un peu plus amélioré parce que la vie n'est pas statique, la vie elle est dynamique. Voilà. Je pense que pour le reste, on va partager un bon moment de plaisir basé sur le football ce soir. Et Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous en plateau ce soir. Serge, bonsoir, bienvenue. Oui, merci d'être là. Bonsoir Lydie, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Ravi une fois de plus d'être des vôtres. Et je dis également bonsoir à mes deux amis que je retrouve, Guy et Jérôme. C'est vrai que j'ai aperçu Jérôme sur une chaîne de télé ailleurs. Je l'ai suivi avec acuité et surtout
Aussi dire à Jérôme que ce qu'il fait pour le foot en tant qu'agent, il faudrait bien qu'on l'encourage. Donc beaucoup de courage à Jérôme et bien des choses également. Bien. Sauf que j'aimerais également que tu ne parles pas seulement de toi. Il faudrait essayer d'élargir le spectre du mercato au niveau national. Ça nous permettrait également d'avoir une autre visibilité. Si jamais je suis invité ou alors le thème concerne les transferts. Je rejoins, je peux dire à Jérôme que j'ai pas mal de joueurs chez moi. J'ai eu 2 internationaux U17. Tout à l'heure, Jérôme parlait des joueurs qu'il avait à Nantes. Longue à défenseur central de U17. Je connais bien. Voilà. Mais je vais te dire, si tu regardes très bien l'extérieur gauche, Raza Bombo, voilà, il va très vite. Là, on sort du Douala, il a marqué 3 buts en tant qu'extérieur. Là, j'ai l'un des meilleurs stoppeurs gauche à l'heure actuelle en 2009. Donc, il faudra venir regarder. Vous faites déjà votre marché sur mon plateau. Ils font le mercato. Le mercato. En tout cas, on aura évidemment l'occasion de parler de ce mercato dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous démarrer par le cyclisme dans cette première partie de l'émission consacrée à la pause actu. Alexandre Mayer de l'île Maurice remporte donc la toute première étape de la 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui a démarré ce jour. Première étape longue de 101,2 km courue entre Akono et Lolodov avec un chrono de 2 heures 13 minutes 37 secondes. Le coureur mauricien devance le Slovaque David Kasko et l'Hollandais Frank Stugger, respectivement classés 2e et 3e à-dessus de cette course. Le premier Camerounais, Rodrigue Curé. Oui, on va justement essayer de faire le point avec Jean-Baptiste Biaé, qui est le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Jean-Baptiste, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct sur STV. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Voilà, merci d'être en direct, JBB. J'étais en train de parler de du début de la 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le top départ a été officiellement donné aujourd'hui et c'est un coureur mauricien qui remporte cette première étape. Tout à fait. L'île Maurice fait office sur le ranking des meilleurs pays africains du cyclisme. L'île Maurice fait office de leader. Et donc, de ce point de vue, c'était pas une surprise. Pour les Camerounais qui suivent le cyclisme mondial et africain en particulier. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Parce que ce sont des garçons tout à fait véloces qui ont un palmarès sur le ranking du cyclisme africain. Vous avez très bien vu que la bataille était tout à fait rude entre le Mauricien et son poursuivant immédiat qui était de l'équipe de Dukla Banka Bistrica de Slovaquie. Ouais. Mais après ces deux-là, il s'est écoulé près de 3 minutes d'écart entre ceux-là et le troisième de Global Cycling. Qui poursuivait. Maintenant, pour le classement des Camerounais, puisque c'est le classement des Camerounais qui intéresse. Ça nous intéresse. Vous avez très bien vu que Kwerenu Nawe Rodrigue au classement général, il est pratiquement le 4e au classement général, même s'il y a un écart de 3 minutes 0,2 secondes, suivi de près par Clovis Kamzon Abesolo, classé 5e au classement général à 3 minutes 2 secondes également. Or, 3 minutes 2 secondes en cyclisme, c'est énorme. Ça veut dire que pour les 4 étapes qui nous restent encore à parcourir, pour combler le gap de ces 3 minutes-là, il va falloir travailler dur pour les Camerounais s'ils veulent espérer remporter le maillot jaune qui devient de plus en plus compliqué. Et de ce point de vue, les Camerounais sont à la recherche des victoires d'étape
en ce moment dans cette compétition-là. Alors, dernière question, Jean-Baptiste Biaye. On sait par exemple que certains de nos coureurs viennent du Tour de la Côte d'Ivoire, 31e édition, avec le maillot jaune remporté par Steve Gueghem. Le Cameroun classé meilleure équipe de la compétition. C'était la deuxième fois aussi que le Cameroun s'imposait au Tour à l'issue de cette compétition en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça aussi, ça ne nous met pas la pression à ces coureurs qui sont là et engagés dans ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya? Écoutez, on peut dire que cela met la pression sur les coureurs camerounais, étant entendu qu'ils viennent d'achever la 31e édition du Tour cycliste international de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit, auréolé par le maillot jaune qu'ils ont remporté de manière consécutive, puisque en 2024, ils avaient déjà remporté ce maillot jaune, mais cette fois-ci par le jeune aux dents très longues Steve Gueghem, qui, il faut le dire, aujourd'hui, lors de la première étape entre Ankono et Lolodorf, 101,2 km, s'est classé au classement général, bien sûr. Gueghem est 12e au classement général, à plus de 5 minutes, de 5 minutes. Et donc, c'est le maillot jaune de Côte d'Ivoire qui est 12e à la première étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Cela signifie en d'autres termes que la compétition Grand Prix cycliste international Chantal Biya est d'un niveau élevé par rapport au Tour de Côte d'Ivoire. Comparaison n'est pas raison. Si vous regardez attentivement le Tour de Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun pays ou aucun coureur européen qui a pris part au Tour de Côte d'Ivoire. Il n'y avait que les Africains. Et la majorité de ces Africains-là, c'était les garçons issus de l'Afrique de l'Ouest. Vous aviez là la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, et puis que sais-je encore. Mais face à cette ruée des coureurs de l'Afrique de l'Ouest, il y avait simplement un seul représentant de l'Afrique centrale, qui était le Cameroun. Et le Cameroun a arraché, pour ainsi dire, le maillot jaune de ce point de vue-là. Arrivé au Cameroun, comparaison n'est pas raison, je vous l'ai dit, une compétition ne ressemble jamais à une autre. Le Tour de Côte d'Ivoire est fini, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya est là, qui a une certaine notoriété sur le plan mondial, sur le ranking africain. Je précise à toute fin utile que M. Kamzon Abesolo, que j'ai souvent coutume d'appeler le roi de la pédale, Sa Majesté Kamzon Abesolo, eh bien, est classé depuis 2024 10e meilleur coureur africain. 10e meilleur coureur africain. Il n'y a pas mieux. Et donc, de ce point de vue, il y a des victoires qui parlent, il y a des défaites qui parlent, mais nous sommes simplement à la première étape. Les garçons, les Camerounais, peuvent encore espérer de remporter des étapes à cette compétition, ou plutôt à cette 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, qui, pour ainsi dire, a gagné en notoriété et en crédibilité. Je viens de parler avec un certain nombre d'expatriés qui prenaient part à cette compétition. Ils ont apprécié la première étape, qui est une étape inédite entre Akono et Lolodorf, puisque ça n'a jamais été pratiqué dans le cadre de cette compétition longtemps à l'avant. Eh bien, les expatriés sont fiers de la très belle route qui sépare désormais Akono dans la région du Sams, département de la Meufou-Akono, et Lolodorf dans le département de l'Océan, région du Sud. Et c'est aussi ça, le Cameroun, c'est aussi ça, le cyclisme, en dehors du sport, vendre les infrastructures routières, mais également sportives, et le
le choix a été fait par la Fédération camerounaise de cyclisme de ce point de vue-là, Lydie. Merci beaucoup Jean-Baptiste Biaye pour toutes ces informations. Évidemment, on aura l'occasion de revenir forcément la semaine prochaine pour un bilan de cette 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui a donc démarré ce mercredi. On le disait tantôt, première étape entre Akono et Lolodov, longue de 101,2 km. Étape remportée par un coureur mauricien, Alexandre Mayer, qui dans la foulée, évidemment, aborde le maillot jaune, comme on peut le voir sur ces images. Voilà, le maillot jaune de cette compétition qui a donc démarré aujourd'hui. On va le rappeler également, demain, c'est la deuxième étape entre Koteng, Nanga et Boko Minta, étape longue de 99,8 km. Peut-être un commentaire, Serge Zambo. On l'a écouté, Jean-Baptiste Biaye. Évidemment, on parlait aussi de la position des coureurs camerounais qui sortent du Tour de Côte d'Ivoire où on a pratiquement caracolé de ce côté-là. Et il disait, le maillot jaune qui était là-bas, 12e. Oui, bon, je crois que Jean-Baptiste Biaye a été très explicite. Oui. Il faudrait que je le salue d'ailleurs au passage. Il a été très explicite pour le travail qu'ils ont abattu. Parce que hier, quand je regardais, juste avant le fameux match, je regardais en direct à la CRTV la présentation des équipes. Justement, on a eu par le ministre des Sports. On a eu l'occasion de voir qu'il y a des équipes assez bonnes. Il y a les Slovaques, et quand vous savez ce que c'est que la Slovaquie en matière de cyclisme, il y a l'île Maurice, il y a la France, il y avait beaucoup. Je crois que la France a d'ailleurs aligné 2 équipes. Les Français sont venus avec 2 équipes. Je me suis rendu compte qu'on a placé les 2 équipes parce qu'on chantait les hymnes. Les 2 équipes françaises étaient là. Donc, il y a les équipes africaines, effectivement. Mais maintenant, il a dit, vous convenez avec moi, que lorsque quelqu'un arrive en tête et qu'il y a un écart de 3 points, de 3 minutes en cyclisme, franchement, c'est énorme. Bon, maintenant, félicitations quand même au gars d'une façon ou d'une autre, et il a expliqué en disant qu'autour de Côte d'Ivoire auquel tu as fait allusion là tout à l'heure, il n'y avait pas d'équipe européenne, c'était des équipes africaines. Et il n'a pas manqué de dire également que Sa Majesté Kamzon Abesolo, je reprends ces termes, est le 10e coureur africain. Le 6e? Non, le 10e. Le 10e africain. Donc, ça veut dire qu'au niveau du cyclisme, ça travaille. On travaille beaucoup. Et ce que j'apprécie justement avec cette fédération, à travers Jean-Baptiste, parce qu'il avait dit ici au cours de l'émission que c'est parfois ce que nous disons qui permet qu'on essaie de rectifier. Vous savez, à un moment donné, le tracé n'était pas bon à Douala, il y avait les nids de poules. Et même l'année dernière, vous avez vu le tour cycliste, je crois que cette année, le tour cycliste, le tour du Cameroun, on a dû annuler l'étape de Douala. L'étape, ce que vous avez appelé l'annulation, moi j'ai appelé ça autre chose. Bon, d'accord. On a dû annuler l'étape de Douala parce que certaines choses n'avaient pas été faites à temps. Mais maintenant, ils nous ont amené, ce que nous apprécions également, c'est le Cameroun profond que nous découvrons à travers ces courses-là. C'est aussi vendre l'image, comme ils disent. Et puis hier également, lorsque je regardais la télé, ils ont fait un reportage sur les éditions d'avant. Et au fur et à mesure, il y a des embellis. Il y a l'ancien président de la Fédération camerounaise de cyclisme qui avait même dit qu'il a demandé, en son temps, un hélicoptère pour pouvoir couvrir le tour. Le ministre lui a répondu de la Défense. Il lui a dit que ce n'était que le chef de l'État qui pouvait autoriser ça. Ils ont écrit au chef de l'État et la réponse est revenue, elle est favorable. Donc, c'est pour dire, c'est pas à ce niveau que je vais faire la politique, c'est pour dire que juste, on essaie de s'arrimer à certains normes. C'est-à-dire qu'à partir du haut, nous pouvons aussi regarder le tour d'une autre manière. Et il a même dit qu'à un tour, on leur a même annoncé pendant qu'il passait à Moyomoussala que la famille présidentielle était sortie. Un peu comme ça se passe un peu en France. Parfois, à un moment donné, en France, vous voyez le chef d'État français sortir lors au moins une étape du Tour de France. Donc, c'est des embellis, c'est des choses qu'il faut copier et c'est des choses qu'il faut encourager. Donc, bravo à la Fédération camerounaise de cyclisme pour cela, qui a 2 compétitions massières et qui sont inscrites. Vous le savez très bien, à l'UCI. Il a même parlé du ranking. Ça veut dire que, quels que soient les cas, on s'améliore et il ne faudrait pas qu'on lâche les chines pour descendre encore un peu plus bas. Alors,
Guy Marcetio Djita, on voit un peu la position des Camerounais à l'issue de cette première étape de ce Grand Prix cycliste Chantal Biya. On le rappelle que le premier Camerounais est arrivé à la 4e position. Rodrigue Curé des SNH Vélo Club à 3 minutes 2 secondes du maillot jaune. Il y a Kamzon qui est classé 5e. L'autre Camerounais aussi, Jérémy Kosoko Sadikou de SNH Vélo Club également est 8e. Et son compatriote Jordan Noël Mekam est 10e à 6 minutes 43 secondes du maillot jaune Alexandre Meyer. Pour ne prendre un peu que ceux qui figurent dans le top 10 après cette première étape. Serge le disait et même Jean-Baptiste, 3 minutes à plus de 3 minutes quand même du maillot jaune, c'est énorme pour vous. Vous avez encore un peu d'espoir quand même? Bon, en matière de cyclisme, c'est un peu délicat, hein, parce que, comme le JBB le disait, c'est délicat, parce que le cyclisme est une course qui est basée essentiellement sur le chronomètre. Et quand on sait tous la bataille qui se passe sur les secondes, et quand vous franchissez la barre des minutes, ça devient un peu délicat. Quand vous traversez les minutes, c'est délicat, puisqu'à la base, on part sur il faut rattraper le retard escompté. Il ne faut pas garder les longues distances. Je pense que il faudrait seulement, pour cette année-ci, il faut faire amende honorable. Je pense qu'il faudra faire amende honorable parce qu'il faut bien vous dire, et je l'ai découvert quand j'ai un peu étudié sur le cyclisme, c'est une discipline qui est basée sur beaucoup de stratégies. On ne fait pas du vélo n'importe comment. Ouais. Il y a des stratégies, on protège le coureur phare, il y a des victoires d'étape, on connaît à quelle étape il faut prendre du temps, à quelle étape il ne faut pas en perdre. Et je pense qu'aujourd'hui, la différence que d'autres équipes ont de nous, c'est qu'elles bénéficient souvent des infrastructures routières. Et du coup, moi, quand je regarde, on a du mal à s'entraîner souvent au Cameroun. C'est-à-dire que les équipes vont s'entraîner, le trafic est un peu délicat. On a la plupart des routes qui sont disponibles au Cameroun, il y a un trafic qui est assez intense. C'est difficile de bloquer la route déjà pour une étape. Et c'est encore plus difficile pour des entraînements. Alors c'est un peu délicat. Ailleurs, on a pensé au cyclisme en faisant de quoi? En construisant des routes qui permettent d'avoir une chaussée qui est large. Je vous prends un exemple simple. Si vous faites une chaussée qui peut accueillir 4 véhicules, on peut se consacrer sur 3 véhicules et laisser une partie de la chaussée aux cyclistes. Je pense que c'est un peu ça aussi que c'est l'occasion de dire au ministre des Transports, au ministre des Travaux publics, de dire si on va avoir une volonté, une politique par exemple sportive, c'est l'occasion de faire des routes qui peuvent permettre aux athlètes de s'entraîner sans mettre en difficulté les usagers de la route. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut grappiller, mais il faut encourager. On est 4e, on est 5e, on est 8e, on est 10e, on n'est pas très loin du podium, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le timing qu'on met, l'écart qui est assez délicat. Je ne me fais pas beaucoup de rêves là-dessus. Ça va être très difficile parce que les autres vont mettre une stratégie pour garder le minimum d'écart. Et si tout se passe, on n'a jamais vu l'équipe revenir avec ce type d'écart de minutes. On peut seulement dire que voilà, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. On espère que voilà, rien n'est impossible dans le sport. Tout peut se passer. L'équipe adverse peut avoir un accident d'étape. Il peut avoir un carambolage, il tombe et on rattrape le temps. Bon, je pense que voilà, il faut continuer à travailler, mais surtout, le gros élément à mettre en place, c'est d'investir en prenant compte d'une politique sportive et de cyclisme par derrière. Jean Bango, ce sera difficile pour la Team Cameroun dans cette compétition. On met la croix sur ce Grand Prix cette année où on continue d'espérer. Non, on ne peut pas mettre la croix, ce n'est que la première étape. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est 5 étapes, oui, dimanche que c'est terminé. C'est juste 5 étapes, je crois que ça permettra tout simplement à la team nationale et à celle de SNH de pouvoir travailler et de collaborer si jamais les 4 autres étapes pour permettre, pourquoi pas, d'avoir un champion d'étape parce que c'est le souhait. C'est ça désormais l'ambition du Cameroun, voilà, une victoire d'étape, le maillot jaune, on oublie. Nous sommes conscients que dans le cyclisme, en fait, les minutes sont très délicates parce que déjà, je crois qu'au niveau de l'équipe de l'île Maurice, ils doivent travailler
parce qu'actuellement, ceux qui abordent le maillot jaune, ils doivent travailler pour protéger déjà ce maillot jaune. Et n'oublions pas que les Européens qui sont aussi là, les Slovaques, les Français, devraient batailler, voilà, pour pouvoir se mieux positionner. Donc, il faut tout simplement dire que les autres étapes seront encore plus difficiles. Mais bon, moi, je crois que c'est simplement quelque chose de bien pour le Cameroun, hein, parce qu'il faut dire qu'en matière de cyclisme, au niveau de l'UCI, le Cameroun continue à prendre des grades, tout simplement. Et ça plaît tout simplement aux autres de venir de temps en temps au Cameroun pour des tournois pareils. Donc, on espère que ceux qui représentent le Cameroun dans ce tournoi, qu'ils se battent. Voilà. Bon, maintenant, s'ils peuvent finir au plateau, au podium, même si c'est troisième, voilà, on va les accorder comme ça. D'accord. Alors, on rappelle qu'après la première étape ce mercredi, la deuxième étape est prévue demain jeudi entre Kotein, Nangai Boko, Minta et est longue de 99,8 km. Troisième étape vendredi entre Yaoundé et Blova, en Kolandom, longue de 166 km. Quatrième étape samedi prochain. Comment ? Ça va cravacher la quatrième étape. Ouais. 166 km, tout à fait. Alors, quatrième étape, c'est samedi, entre San Melima, Avebe, Meo Mossala. 96 km. Le village de ma mère. Hein. Ah, d'accord. Et puis, la cinquième et dernière étape de ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya, c'est dimanche prochain, San Melima, Yaoundé, et est longue de 162,5 km. Voilà. Donc, non. Mais je crois que là, c'est simplement les deux régions où les routes sont encore acceptables pour l'instant au Cameroun. Donc, s'il fallait bifurquer à gauche à droite, je crois que ça aurait donné un peu la peine. Donc, finalement, ce Grand Prix, ces 5 étapes, tout en ligne, précise la Fédération camerounaise de cyclisme, sur une distance totale de 625,5 kilomètres à parcourir pour les cyclistes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix 25e édition qui a démarré ce mercredi. On va parler du football jeune. Je vous l'annonçais à l'introduction de ce magazine. Le football jeune, le tournoi baptisé Paul Biya demain se joue ici. C'est donc achevé dimanche dernier du côté de Yaoundé. Une compétition qui s'achève par les sacres de la région du sud-ouest dans la catégorie des U17 garçons. Lors de la finale qui s'est jouée au stade militaire de Yaoundé, le sud-ouest a d'abord fait jeu égal 0 but partout avec le nord avant de battre ces derniers au tir au but par 4 contre 2. Et dans la catégorie des U15 chez les filles, la région de l'ouest s'est imposée face à la région du centre par 1-0. Le tournoi, on le rappelle, organisé par la Ligue de football jeune du Cameroun que préside Arthur Djampir, a réuni les sélections jeunes des 10 régions et s'est achevé à la veille même de la rentrée scolaire. C'était le 7 septembre. Guy, Marcel, hasard du calendrier ou pas? Oui, hasard du calendrier. Comme on l'avait précisé ici, il fallait avoir la disponibilité des officiels. Après, en fin de journée, il fallait le faire. Dès le 31, les délégations sont rendues sur Yaoundé et elles ont été toutes accueillies au centre d'excellence de la fédération Aoucha. Ouais. On a compté les délégations des 10 régions. On a eu, on va pas dire un souci, on a eu un petit retard à dimanche avec la délégation de l'extrême nord qui arrivait avec l'extrême nord du nord qui sont arrivés avec du retard en raison du trafic routier qui est un peu en difficulté. Bon, fort heureusement, vous avez même vu à la remise des trophées, on a donné le trophée du fair play à l'extrême nord parce qu'ils sont arrivés un peu tard et on a dû reporter leur phase de poule du groupe A pour leur faire jouer. Ils ont joué leur match, mais on a tous tenu compte que vraiment, j'ai joué dans ces conditions, sans récupération, c'est assez délicat. Par contre, on a eu, et c'est là où on se dit quand même que les jeunes, quand ils sont tout jeunes, s'il n'y a pas de trafilage, ça peut jouer même s'il y a de la fatigue. On a vu le Nord arriver en retard. Et le Nord a effectivement fait du sans-foot. Ils ont pratiquement fait 4 matchs, 4 victoires. Ils sont arrivés, ils se sont même donné le plaisir de battre le Littoral en demi-finale, en séance de tir de pénalty. Mais je pense que peut-être hasard du calendrier, mais le Nord s'est retrouvé en finale avec les tirs de pénalty. Quand vous accumulez comme ça, vous arrivez un peu difficilement, vous gagnez des matchs, il faut gagner en finale. Ils ont perdu au tir de pénalty. On va dire le classement chez les garçons, premier c'est le Sud-Ouest, une brillante équipe du Sud-Ouest qu'il faut saluer, qui a vraiment pris un bon casting avec une équipe de Besta qui a renforcé.
On a eu le Nord-Ouest qui s'est battu, mais avec quand même en 4e position. On a quand même eu ce qui était assez émouvant chez les garçons, surtout, c'est que la DTN a fait un travail remarquable. Parce qu'elle a vraiment mobilisé tous ses cadres. On a vu par exemple au niveau du Sud-Ouest, c'était pratiquement les conseillers techniques régionaux et départementaux qui ont. Et ça se jouait. On a vu par exemple au littoral, on a vu le CTF Vasile de Sémé, accompagné de Kobilibi, qui a écouté à Dynamo, qui est au littoral, le littoral qui finit 3e. On a par exemple au Nord, on a le coach adjoint de Gazelle de Garoua, qui demande touche. On avait pratiquement au Nord-Ouest, et dites-vous bien, l'entraîneur de Aprim, le coach So, qui va prendre Dynamo très bientôt, qui était 4e. Vous vous imaginez, c'était un peu comme si on jouait le League One, mais sauf qu'en catégorie des jeunes. C'est l'occasion de saluer la DTN qui a fait un travail remarquable en mobilisant ses CTR pour pouvoir faire un bon casting. On a eu un jeune bon travail de détection aussi. On a eu un bon jeune qui s'est distingué, le jeune Randy Ngomé, qui était déjà pressenti l'année dernière comme un jeune à U15, qui a vraiment fait un travail de sap. La DTN doit produire pratiquement un fichier de 25 meilleurs joueurs du tournoi qui va alimenter le fichier qu'on va transmettre au coach Seydou Alioum, le coach des U17, qui va s'inspirer dessus. Après, il faudra retravailler sur le plan des IRM, parce qu'il faut bien le dire aujourd'hui à la CAF, aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'avoir de l'âge, il faut aussi être éligible sur le plan de l'IRM. On sait tous que stade 5, limite, stade 4, c'est très bon, stade 6, on n'en parle pas. Donc après, le gros travail, c'est le sommet. Mais je pense qu'on a vu le jeune Randy Ngomé et ceux qui ont joué. C'était un truc qui était assez remarquable. Chez les dames, je le dis encore, premier, on avait le premier chez les garçons, le Sud-Ouest, 2e, le Nord, 3e, littoral, 4e, le Nord-Ouest. Chez les dames, premier, c'était l'Ouest. L'Ouest qui a surpris les gens. Quand on partait d'ici, on a le cliché où le football se joue chez les jeunes. Ça, c'est pas un cliché, c'est la vérité. C'est plus le Fundi, beaucoup du Fundi et du littoral, et du Vouri. Sauf qu'il y a les autres qui travaillent. On s'est rendu compte que l'Ouest est venu, à chaque fois, l'Ouest fait l'expérience d'aller gagner sans passer par la série de tirs de pénalty. L'Ouest gagne ses matchs sur le terrain. Et alors que le centre élimine le littoral par la série de tirs de pénalty. Ça vous donne un peu la qualité de jeu des filles de l'Ouest. On a eu un jeune parchement de l'Ouest qui sort meilleur buteur, meilleur joueur. Et quand vous regardez ces jeunes demoiselles-là, c'est l'occasion de dire vraiment, il faut que c'est d'interpeller et se dire il faut vraiment qu'il y a la foot qui fait un travail remarquable, mais c'est dit la foot ne peut pas absorber tout le volume des jeunes joueuses et des jeunes joueurs. Il faut qu'il y ait un travail, qu'il y ait un suivi à l'Ouest parce qu'elles vont repartir à l'Ouest. Tel qu'on regarde la foot, c'est beaucoup plus le Vouri et le centre que vont devenir ces jeunes demoiselles. Donc je pense qu'il y a un suivi à faire. Par contre, chez les filles, c'était l'Ouest, première, 2e, le centre, 3e, le littoral, 4e, le nord. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Meilleur buteur a eu 4 buts. Le littoral, quand même, un peu déçu parce que on a le jeune Razak. J'allais justement vous demander, le littoral, vous êtes basé dans cette région. Et là, je vois, c'est 3e partout, hein, que ce soit chez les garçons que chez les filles. Vous savez, Makeda Lidi, je parle sur le compteur de l'agent de joueur, M. Jérôme. Le foot n'est pas. Pendant que vous. On a l'exemple encore avec le Cap-Vert. Pendant que vous travaillez, les autres travaillent. Après, il faut vous dire, il y a des autres qui travaillent. Dès lors qu'on vous dit que vous jouez contre le littoral, les équipes se disent on va travailler plus. Par contre, le littoral, on a eu à accuser quelque chose qui était un peu délicat. Beaucoup de grandes académies n'ont pas participé au tournoi des jeunes. Je ne veux pas les citer, pour ne pas faire sorte de dénigrement, entre guillemets, n'ont pas participé. On a eu pratiquement 1 ou 4, 5, 6 académies qui ont participé, mais quand vous enlevez les 4 cadors du littoral pour aller dans une compétition, ça vous quand même, c'est assez délicat. Par contre, au Sud-Ouest, ils ont eu tous les cadors. Là, moi, j'ai regardé un peu, on avait Besta qui est venu, on avait les Options, on avait Victor, tous sont venus, ont répondu présent. C'est qu'ils ont monté une équipe digne de ce nom. On avait par exemple le Nord-Ouest, Achiko qui a remporté un U17, qui a amené tous ces garçons. On a vraiment, ils ont vraiment pris ça à bras le corps. On avait par exemple du côté du Nord, on a Gazelle, on a Coton Sport. Les jeunes sont venus pour pouvoir participer. Bon, après, il faut le dire, hein, le littoral, comme beaucoup de projets, travaille un peu comme de manière professionnelle. Les grandes académies, pour ne pas les citer, font quoi? C'est que quand on est au 30 juin, ils envoient les jeunes en congé. Les jeunes vont revenir à partir du mois de août pour commencer la préparation athlétique. Et je passe au côté de l'agent de joueur Jérôme. Quand on est en préparation athlétique, très peu d'académies ne peuvent envoyer leurs joueurs parce qu'il y aura des risques de blessures. Donc du coup, les autres académies
on ne va pas dire que c'est mauvais, mais eux, ils travaillent un peu. Chaque fois, on fait de l'entretien, mais il faut bien vous dire, le but en jeune, ce n'est pas de remporter des tournois, c'est de produire des joueurs. Ça veut dire qu'après, est-ce que quand on va arriver lors des grandes échéances, U17, U16, est-ce qu'on va retrouver les jeunes de ces régions-là? On a vu la DR4 qui s'est jouée, on avait beaucoup plus de joueurs du littoral dans le 11 de départ, les joueurs du centre, on a vu avec Mimban, on a vu avec Etoudi, on a vu avec Dombogo, on a vu avec c'est un joueur à suivre. On a vu avec Abou Lopez. C'est pour vous dire que le littoral n'était pas forcément là, mais on peut retrouver des jeunes joueurs encore à terme. C'est le jeu de poisson du Cameroun. Voilà. Donc c'est pas pour dire que le littoral, je pense que sur ce tournoi, le littoral est venu à jouer. On ne va pas se dire qu'on n'a pas été là, mais le Sud-Ouest a dominé son sujet. Le Nord a fait le travail. Ils nous ont mené 1-0, on est revenu à la marque. On aurait pu gagner un match. Quand on est parti au tir de pénalty et au tir au but, il faut bien le dire, le gardien du Nord était excellent. Ce jeune homme est excellent. Et je pense qu'il a accusé la fatigue au second tour. Chez les dames, c'était la fatigue du voyage. Les jeunes filles du littoral sont parties le matin, elles sont arrivées le soir. Il fallait jouer la récupération. Et il faut vous le dire, je parle encore sur le contrôle de l'agent de jeu. La récupération chez les dames est plus délicate que chez les hommes. Donc, c'est des éléments comme ça. Mais je pense que pour un tournoi qui s'est joué, moi, je suis content parce qu'on a eu peu de blessures, on a eu peu de dommages liés à l'encadrement. On avait des retards à l'allumage sur le service des repas. Par exemple, il y a des matchs où on devait donner des repas après le match. Ça s'est fait avec un décalage de 1 heure ou 2 heures. Mais après, ça a pu se rattraper. Il y avait des susceptibilités liées au repas. Parce que quand vous réunissez 10 régions, ce n'est pas toujours le même type de repas que les régions sont habituées à manger. Du coup, il y avait des gamins. Je ne vais pas venir faire une émission pour dire que tout se passe bien. Non, il y avait des points où il y a des gamins qui n'étaient pas d'accord sur le type de repas. Mais après, il faut qu'on comprenne aux jeunes, c'est que le sport, là, il y a des repas, c'est du riz, c'est des pâtes, c'est du potage, c'est du potage, c'est des carottes. Donc, il y a des jeunes qui ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans un projet de dortoir internat, ils sont habitués à manger leur repas. Donc, il fallait réexpliquer aux jeunes. Et après, il y en a qui disaient, on ne mange pas. Mais quand vous avez un match... Non, carrément. Et après, quand vous avez des jeunes qui vous disent, qui boudent le repas, quand vous êtes un encadreur, et que le jeune a mal demain, vous n'allez pas créer un conflit qui ne vous sert à rien. Maintenant, on se rassure, comme moi, j'avais mes jeunes qui refusaient certains plats de repas. Qu'est-ce que je fais? C'est que je me rassurais que j'avais toujours un seau de chocolat, un seau de beurre, un paquet de sucre, un paquet de lait. Si le gamin peut prendre du lait et du sucre, nous on a même fait un peu avec l'aide de certains CTR, nous avons acheté des vitamines, CACMI 112, parce qu'il y avait des moments donnés, il fallait donner aux enfants des vitamines. C'est l'occasion de dire à certains encadreurs, c'est ça aussi, être encadré de jeunes, savoir que quand vous accompagnez les jeunes, quand vous prenez les jeunes de différentes académies, ce n'est pas votre académie. Donc vous devez vous dire que chaque jeune avait ses susceptibilités. Ceux qui sont habitués à vivre un projet d'internat... Il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Ceux qui sont à l'internat sont habitués à un repas d'internat. Ceux qui ne sont pas à l'internat, il est habitué à manger un repas libre. Il faut expliquer aux jeunes. Si le discours ne passe pas, il faut passer au plus sérieux. Donnez-lui un repas, comme on nous apprenait à l'école. Les protéines, les lipides. S'il a tous ces éléments, vous vous êtes rassuré qu'il a un repas équilibré. Le reste des débats, ne vous en faites pas. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Vous avez des vitamines. Après, il fallait gérer les petits bobos des jeunes. Il fallait trouver, et on a eu la chance à Odia, Colombo préparait son tournoi de Champions League. À chaque fois, nous, on partait voir le préparateur physique de Colombo. Il avait toujours un fût de glace. On empruntait le reste des glaces. On prenait les jeunes. Chacun prenait une boule de glace, il se massait un peu. Donc, on a pu utiliser l'environnement par rapport à ce genre de choses-là. Et au bout du compte, il n'y a pas eu de blessés. Les jeunes sont rentrés. Il n'y a pas eu... S'il y avait eu un incident, on nous aurait appelé pour dire que voilà, il y a eu un jeune qui est resté. Mais tout le monde est parti. Il n'y a pas eu d'accident. Il y avait un autre point qui était un peu délicat, c'était sur le point des justificatifs des dépenses. Tout le monde n'était pas outillé à la gestion financière. On a dû ramener, c'était un promoteur... au promoteur à savoir que si vous voulez qu'on vous donne l'argent du retour, il faudra produire un état financier. L'état financier, c'est le bordereau avec la liste des gens qui vont voyager, avec leur identité. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments qu'il fallait mettre en place. L'occasion de dire aux Jeux académiques aujourd'hui, avoir une école de football, c'est pas juste avoir un sifflet, un chrono. C'est toute une organisation. C'est des points comme ça qu'il fallait jouer le jeu. J'ai eu à intervenir sur 2 ou 3 régions pour expliquer aux gens. Il fallait aussi outiller aux gens pour dire, quand vous louez un transport, habituez-vous à louer un transport de départ et à Odia. Beaucoup prenaient la base sur l'agence de voyage et après le taxi. Sauf que quand vous gérez les jeunes,
c'est délicat. Entre l'agence de voyage et Odia, il peut se passer beaucoup de choses quand vous êtes jeune. Donc, généralement, il faut l'anticiper. Ouais, il faut l'anticiper. Il y a ces éléments qu'il fallait faire en sorte de ça. Mais je pense que la Croix-Rouge a joué un grand jeu. Je pense que le président a vraiment mobilisé une équipe. C'était difficile, il faut dire merci à Léonine Doumé. On a Foumou Victorine qui s'est beaucoup battu. Par rapport à tout cela. On a le DTN, M. Baga Gilbert. Tous ces gens-là qui ont été au CT, qui ont travaillé. On a Issatou, à la gestion financière, qui s'est fait engueuler durant tout le tournoi. Parce qu'à la base, quand vous êtes. Elle a tenu bon. Tout le monde pense qu'elle est bonne. Elle vous dit, si vous n'avez pas ça, vous ne rentrez pas. Ouais. Et c'était difficile parce qu'elle aussi, en fait, c'était il faut rendre compte. Hein. Voilà, il faut rendre compte. Je pense que le tournoi Paul Biya a tiré sa clap de fin. Tout s'est bien passé. On a eu la chance d'avoir un maximum des régions qui ont été à la finale. C'est dommage parce que moi qui suis du littoral mais originaire de l'Est, l'Est n'est pas arrivé quelque part. J'imagine que la prochaine fois sera la bonne. Et peut-être que le couscous qu'on aura fait avec un peu de... avec le bol n'était pas assez consistant. La prochaine fois sera la meilleure. Mais je pense qu'on est revenu avec des bons souvenirs. Ouais. Et on espère maintenant que la cuvée tournoi Paul Biya sera la dimension lors du tournoi Unifac et la Cannes, en espérant que les jeunes qu'on a vus, que le DTN a regardé, il y aura du bon. Comme ça, on pourra que ce soit eux. Non, aujourd'hui, Serge... Et que ce soit eux. Serge, il faut le dire aujourd'hui, il est difficile de trafiquer les données des joueurs. Tout à l'heure, l'agent me parlait. Je ne parle pas du trafic. Vous parlez de quoi? Je parle de... Tu vois, c'est les jeunes là que tu as vus aujourd'hui. Oui. Ils ont travaillé. Oui. Ils ont bien travaillé, tu décris tout. Au bon moment d'aller à l'Unifac, ce ne sera plus ce qu'on a vu aujourd'hui, on ira chercher d'autres. La traçabilité. On espère que ce sera. Je réponds à ça, je me réjouis que l'agent de joueur là. Ouais. Aujourd'hui, il est très délicat de trafiquer, et je reviens encore sur trafiquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chape de plomb qui est mise en place, c'est l'IRM. Aujourd'hui, ce n'est pas intéressant d'avoir un bon joueur, c'est savoir s'il est éligible à l'IRM. Et l'IRM, aujourd'hui, vous pose un problème sur la capacité d'élection du joueur très jeune. Si vous prenez un joueur qui est bon, mais qui est âgé, ça ne passera pas. Non, mais c'est pas ça là. Non, mais non, lui, il a de dire que... Fondamental. Il veut dire que... Non, je veux dire, lui, il a de dire... On peut voir des bons joueurs à l'heure actuelle, mais après, ces joueurs-là changent. C'est dû parce que... Je sais pourquoi les joueurs ne changent pas. On va chercher d'autres joueurs. Hormis ceux que vous avez bel et bien encadrés pendant près de 2 semaines. Non, c'est possible. Vous avez vu. Serge, c'est possible parce que... Bon, ok, en tout cas, vas-y, développe. C'est possible parce qu'un Serge, on a vu 25 joueurs. Et c'est là que je me suis borné à dire à certains éducateurs et CTR des régions, c'est que... On a vu 25 joueurs. Oui. S'ils ne sont pas éligibles IRM, les 25, ils ne serviront à rien. On va aller chercher d'autres joueurs. Là, je suis d'accord. Ça veut donc dire que là, il y a une condition, c'est peut-être qu'ils ont été bloqués à l'IRM. Je suis dans une logique où l'IRM n'a pas bloqué. Au cas où ce n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple. Au cas où l'IRM n'a pas bloqué quelqu'un. Un exemple terre à terre, Serge. On a l'équipe, je vais vous donner un indice. On a par exemple une équipe, je vais vous dire, on va retrouver là-bas 2 ou 3 joueurs qui seront à l'Unifac, le Sud-Ouest. C'est beaucoup de joueurs qui étaient jeunes. D'accord. Vous voyez un peu. Je ne vais pas aller parler des autres, ce qu'ils font. En fait, il faut travailler à la base. Et je me réjouis parce que le manager de Besta, il a anticipé les coups. Il y a encore des promoteurs qui pensent qu'il faut juste avoir le bon jeune homme. Aujourd'hui, une académie qui est sérieuse aujourd'hui au Cameroun aujourd'hui, dès qu'elle fait son recrutement des joueurs de moins de 17 ans, elle doit trouver un deal avec un laboratoire d'examen médical qui fait rapidement les IRM pour lui donner un état certain des joueurs qu'elle peut pouvoir optimiser sur le plan de transfert marque. Sinon, vous travaillez à perte. Parce qu'imaginez, vous avez 10 bons joueurs qui ne sont pas vous fondés, parce qu'en fait, une académie forme pour placer. Tu peux avoir, c'est pas gagner les matchs, tu formes pour placer. Tu dois avoir 3 joueurs. Et quand tu as 3 joueurs, tu bases ta formation sur les 3 joueurs, Jérôme. C'est les 3 joueurs que tu fais un dispositif par rapport à eux. Si tu as qu'un avant-centre, tu travailles un dispositif par rapport à son profil. À partir du moment où tu t'es situé dessus, si ton joueur n'est pas éligible IRM, tu as tout perdu. Mais si tu fais une analyse et que tu vois le médecin te dire, ici, celui qui est éligible IRM, c'est plutôt ton gardien de but. C'est plutôt ton stopper. Ça te permet de pouvoir mettre un accent sur une défense par rapport à son profil. Si c'est un défenseur qui peut attaquer le centre et autres, tu peux jouer en défense à toi, pour lui mettre plus en valeur. Donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui... Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, et je l'ai dit quand j'étais là-bas, c'est que beaucoup de personnes pensent encore que, Jérôme, la formation peut encore être philanthropique. C'est faux, c'est plus possible. Aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens,
ce sera difficile. Parce que l'IRM aujourd'hui, on est même en train de revenir à l'IRM en U20. D'ici 2028, on va arriver à l'IRM en U20. Puisque la FIFA se rend compte aujourd'hui que les traumatismes liés au duel, aux engagements en U20 posent un problème. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'une académie sérieuse doit savoir, avant de commencer la saison, dans mon effectif, quels sont les joueurs que je peux utiliser pour ne pas se faire des rêves plus ou moins tirés par les cheveux. Alors, peut-être un commentaire, hein, vous nous avez fait un bilan un peu global de ce tournoi qui vient de s'achever, Guy Marcel, mais on a quand même remarqué que sur le plan de l'affluence, ça n'a pas été trop ça. C'était quoi le souci? Bon, ça dépend de ce qu'on veut dire par affluence. Je vais prendre les phases de poule. Le premier souci qu'on avait, c'était, comment je veux dire, quand vous faites un tournoi en pleine peu, on a eu un calendrier un peu difficile avec les Interpools. À partir du moment où on a fait le tournoi en pleine peu des Interpools, ça nous a posé un problème. Et encore que les Interpools, c'est un tournoi régional. Ça réunit les meilleures équipes des 10 régions. Les Interpools ont plus d'enjeux que le tournoi Paul Biya. Ça, c'est premier d'un. Secondo, la zone où on joue les Interpools était assez éloignée de la zone où on joue le tournoi des Paul Biya. Ça posait un problème en termes de mobilité des différentes personnes qui venaient accompagner le tournoi. Si vous avez à choisir entre accompagner l'équipe qui va monter en élite tout et le tournoi des jeunes, qui est prometteur, ça fait que nous avons plutôt reçu la visite des recruteurs, moins la visite des fans des régions. J'ai même fait un post où j'ai fait une interview exprès à dessein à Odia, où il y avait du monde. C'était une façon de moi de vous dire que, regardez, il y a du monde derrière moi à Odia, mais je n'ai pas le même monde parce que les gens ont choisi, et c'était à dessein, d'aller à Odia, à Bankomo, accompagner l'équipe qui me représente mieux en termes de volume la région. Ça, c'est d'un, pour les phases de poule. Quand on est arrivé en période de finale, on a eu le premier élément, c'était l'élément des Interpools. Le second élément était les heures. Il fallait rapidement travailler pour que les délégations rentrent chez elles. Si tu fais un tournoi, la finale le dimanche, et que Serge, tu termines le tournoi le dimanche, et que tu termines à 18h, ça va te poser un problème pour faire les délégations rentrer à domicile. Encore que les gens, faire voyager les gamins en nocturne n'est pas conseillé. Donc on a opté pour la sécurité des acteurs, et non le gain en termes de lobbying. Du coup, on a fait jouer les finales, on s'est mis un calendrier extrêmement pointu. On a commencé les finales très tôt le matin à 9h. Vous imaginez, et il y a les Interpools qui se jouent, et c'est à couteau tiré, 9h. Et il faut réveiller un ministre qui est en même temps d'une région. On a un peu d'élection présidentielle. Il faut qu'il accompagne l'équipe de la région. Il faut se réveiller à 9h. Il faut venir au terrain. C'était un peu... Mais il fallait quand même que tout cela soit mis en place. On n'a pas eu le plein d'œufs très tôt le matin, parce qu'il faut le dire, la finale des filles. Et c'est pour ça que sur Internet, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Les gens ont filmé l'arrivée du président de la fédération le matin, quand il n'y avait pas grand monde. Mais après, quand ça s'est après 9h, autour de 11h, 12h, il y a eu du monde. Si vous avez les images, à partir du match de la finale des garçons, la tribune où nous on était assis était presque pleine. C'est que les gens arrivaient au fur et à mesure. Et encore, il faut le dire, le football des femmes n'est pas encore très très connu et couru au Cameroun. Encore qu'il y avait les barrages de montée en élite pour les dames qui se jouaient. Je me rappelle, il y avait un match entre Canon qui jouait. Voilà, Canon jouait. Donc tous ces éléments étaient un peu délicats. Pas mal de facteurs. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. Mais l'important pour nous était, comme je l'avais dit en début d'émission, c'était de rendre les honneurs au chef de l'État à travers son œuvre des infrastructures sportives, son œuvre que nous avons reçue à travers les différents tournois dont les catégories ont bénéficié, célébrer en même temps avec la CAF le titre honorifique reçu par le ministre chargé des missions à la présidente. Je pense que la mission a été faite, le président est arrivé à l'ouverture, il est arrivé à la clôture, on a célébré en fin de tournoi. Vous avez vu, il y a eu sur le plan du branding, ça s'est bien passé. Et il y avait des balles trop, mais je pense qu'on n'a pas manqué d'eau. Les partenaires ont répondu présent. Je pense qu'il y a beaucoup de tapage sur le plan du digital. Vous me connaissez, je ne vais pas rentrer dans ce débat du digital. Ce n'est pas intéressant. Les gens peuvent eux-mêmes regarder, toucher du bois. Il y avait le souci du calendrier. La fédération a un calendrier qui était extrêmement serré. La finale des barrages de montée des dames, les Interpools, les différentes autorités, on a un peu d'électoral. Il y a les autorités, on vient de sortir dans le canal des journaux, les différentes autorités qui doivent couvrir la campagne présidentielle dans différentes régions. Donc tout le monde est en branle. On a eu beaucoup de chargés, de représentants. On a eu beaucoup de représentants
qui sont venus lors de la remise des trophées, parce que les ministres étaient extrêmement boostés par leur agenda. Qu'est-ce que les jeunes voulaient? C'était célébrer. Qu'est-ce que les jeunes voulaient? C'était jouer. Qu'est-ce que les jeunes voulaient? C'était de bagarrer pour figurer dans la liste des meilleurs joueurs qui pourraient avoir une opportunité lors du l'UNIFAC. Qu'est-ce que les régions voulaient? Célébrer. Je pense qu'on a atteint notre objectif. Maintenant, l'objectif est sur le plan de médiatique. Si les gens remplissent les terrains, les Interpol, c'est pour quel cas? C'est pour la fédération. S'ils viennent au stade pour le bien, c'est pour la fédération. Pourquoi est-ce que nous allons nous plaindre si nous avons rempli notre tournoi? En fait, tous ces éléments appartiennent à la fédération. La fédération remplit ses courses. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'accident. Je pense que l'année prochaine, on va travailler pour avoir un meilleur. J'allais vous demander, ce sera quoi la suite? L'année prochaine, comme le président Arthur Djampi l'a dit, on a donné un nom de baptême. L'année prochaine, on va regarder le calendrier. On va regarder. On reste avec le même nom ou on change? Forcément, parce qu'il avait annoncé en conférence de presse. Il peut avoir un joueur camerounais qui est impacté. Il peut avoir un homme politique qui est impacté. Il peut avoir un directeur qui est impacté. Il peut avoir beaucoup de choses qui sont passées, qui ont impacté l'activité réelle du sport des jeunes. À partir de ce moment-là, on peut donner le baptême. On peut avoir un acteur du sport qui est décédé et qu'on veut lui faire honneur. Rendre hommage, donner un baptême, ça tient compte de différents nombres de concepts. Mais l'idée est bonne pour moi. Je pense que rendre hommage, c'est comme aujourd'hui, boulevard Charles de Gaulle, boulevard Soda Inconnu. Tout ça, c'est parce qu'on veut laisser un legacy à ceux qui ont impacté. Je pense que l'idée du président Arthur Djampi était très bonne. Le président de la fédération, Samuel Eto'o est venu accompagner tout cela. La fédération en symbiose quant à son sport des jeunes. On a réussi à tenir compte. Les enfants sont rentrés dans leurs différentes régions. Dès lundi, ils étaient à la rentrée dans leurs différents établissements scolaires. Quoi de mieux pour nous de dire qu'on a rempli notre cahier de charge et on peut passer à la rentrée scolaire et préparer la prochaine saison, maintenant en tenant compte des différents difficultés que nous avons connues pour ne pas avoir ce calendrier tiré par les épingles et essayer d'offrir un football de jeunes avec plus de matchs. Là, vous insistez dessus à chaque fois. Merci bien, Guy Marcel, pour toutes ces informations. Rappel, c'était la première édition du tournoi de l'excellence baptisé tournoi Paul Biya. Demain se joue ici. On va sans transition rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée donc au débat et on s'intéresse évidemment au bilan de l'équipe nationale de football du Cameroun après la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 dans la zone Afrique. Hier, le Cameroun était du côté de Praia pour affronter le Cap-Vert. Au coup de sifflet final, c'est le Cap-Vert qui s'est imposé par 1-0. Je vous propose de revenir sur cette rencontre avec vous, Oni Ladonnette. The indomitable Lions of Cameroon have suffered a crushing 1-0 defeat to Cape Verde in the World Cup qualifiers, a result that has dramatically altered the landscape of Group D and thrown Cameroon's qualification campaign into disarray. The loss, which snapped the 13-match unbeaten run for coach Marc Brice, was sealed by a decisive 54th minute strike from Dialon Livramento. The opening minutes were quite intense, with no side showing any signs of giving in. The visitors were, however, lax in the attack as the home side looked more composed. Virgin draw at the stroke of half-time. It will take the loud cheers from the home crowd to fire its team to beat one past keeper Andre Onana. This upset is a seismic event for Group D. With this victory, the Blue Sharks of Cape Verde now command a 4-point lead at the top of Group D with 19 points, while Cameroon is relegated to second place with 15 points, one more than Libya on third place. The format for the African qualifiers dictates that only the group winner secures an automatic ticket to the World Cup, a prize that now seems firmly within Cape Verde's grasp. For Cameroon, the path to the World Cup has become a precarious uphill battle. Direct qualification is no longer in their hands. The indomitable Lions must now pin their hopes on becoming one of the 4 best group runner-ups across the continent. This position will grant them entry into a mini-tournament for a chance to compete in the Interconfederation playoffs. Currently, Cameroon sits 5th among the second-place teams, making this situation even more critical. The pressure is now immense for Cameroon's squad ahead of their final 2 group stage matches in October.
Their next challenge is an away fixture against Mauritius on October 6, followed by home game against Angola on October 13. Rencontre Jérôme Bango hier, ce match entre le Cap-Vert et le Cameroun. Au finish, le Cap-Vert qui s'impose par 1-0. Il y a eu beaucoup d'analyses depuis hier. Les Camerounais, vous allez les écouter également tout à l'heure, sont très déçus par la prestation des Lions indomptables. Pour vous, qu'est-ce qui aura fondamentalement coincé pour nous lors de cette rencontre face au Cap-Vert? Moi, je voudrais tout simplement débuter tout en disant que les acteurs, les joueurs en premier n'ont pas pris leurs responsabilités. Vous savez, Lydie, ceux qui ont la charge de rendre un entraîneur grand, valeureux, c'est les joueurs. L'entraîneur peut disposer d'un certain nombre d'éléments qui permet aux joueurs d'être à l'aise dans un match, mais qui peut aller à l'encontre des acteurs, et les acteurs, sur l'heure de jeu, peuvent changer ou alors proposer autre chose. On a vu une équipe du Cameroun jouer hier, tous les Camerounais disent les Lions, c'est le Hemley, mais on a vu que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Après le match contre les Swatini, on a envoyé, on s'appelle généralement les scouts, c'est-à-dire aller à Praia, regarder les conditions et autres, venir relayer au niveau du staff technique. Mais vraiment, le match hier, ça n'a pas fonctionné parce que, voyez-vous, on ne peut pas finir 45 premières minutes sans avoir une action réelle de but. La partie, sur ce plan-là, vraiment, j'ai été tellement inquiet. On revient, on a un compartiment offensif, pas ça. Donc, vraiment, il faut dire que le match d'hier, on a été tellement déçus, moi particulièrement. Et peut-être qu'il faut dire tout simplement que c'est le destin, parce que moi, je dis, les Camerounais, c'est ceux, naturellement, qui voient les choses avant de l'avoir fait. C'est-à-dire, moi, je crois que certains cadres au niveau du ministère ou alors de l'Africa Foot voient déjà le tournoi de la Coupe du Monde avant de jouer les rencontres. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... on ne peut pas comprendre que... Ouais. On a un match qu'il faut à tout prix gagner à Praia. On savait. Parce qu'on perd notre classement en Afrique du Sud et à Johannesburg. Parce que les gens n'arrivent pas à s'accorder sur X, Y, il faut prendre les routes, il faut faire X, Y. Voilà. Maintenant, on arrive à Praia. Il y a qu'un problème de qui est chef de délégation, qui a fait quoi, qui fait quoi. Donc, je dis vraiment... Il y a aussi, à un moment donné, les Lions ne se sont pas entraînés. Là, ça n'a rien à voir avec chef de délégation ou pas. Les Lions ne se sont pas entraînés, selon des informations qui ont été relayées, ce n'est pas la faute de la fédération capverdienne. Parce qu'il faut dire que le stade qui avait été proposé, les Lions sont arrivés, ils ont quand même mis terme à la rencontre qui était en train de s'opérer sur ce stade-là. Jérôme Bango, je voudrais aussi peut-être que Guy Marcel ou Serge interviennent par rapport à cet aspect de ce qu'on a vu. On regarde tout, les grandes compétitions. Si une équipe doit venir s'entraîner à 16h, le stade est libre. Ce n'est pas quand elle arrive que vous commencez à bouger. Oui, il faut dire tout simplement, peut-être, ça faisait partie de la tactique aussi au niveau de la fédération capverdienne. Parce qu'il faut dire... C'est dans le mauvais jeu. Il faut dire... parce qu'en réalité... On n'allait pas balayer ça comme ça. Oui, non, en réalité, c'est assez grave quand même. En réalité, lorsque vous recevez une fédération sœur, vous devez de prendre et leur donner toute la les meilleures conditions de préparation. Comme ça se fait au Cameroun quand on accueille les équipes étrangères. Ça a été ça. Mais est-ce que c'est ça qui engendre la situation que nous avons? On va poser la question peut-être aussi à un entraîneur sur ce plateau. Est-ce que l'absence d'une séance d'entraînement à la veille d'un match aussi important comme ce match contre le Cap-Vert peut avoir des répercussions sur les performances des joueurs ou pas?
naturellement, Makeda, la séance une séance de répercussion. Quand vous faites une séance, des séances sont basées sur des filières énergétiques. Vous pouvez faire une séance qui peut avoir une connotation fondamentale, capacité, puissance maximale et autres. C'est parce que vous recherchez. Si vous ne faites pas la séance en voulant avoir une connotation de puissance, vous n'allez pas travailler cette physiologie-là. Si vous voulez mettre une séance sur la base tactique, vous voulez travailler sur un dispositif. Si vous n'abandonnez pas la séance, vous n'allez pas animer votre dispositif tactique. Donc, si vous voulez faire une séance basée sur le stretching, s'il n'y a pas de séance, il n'y aura pas de stretching. Ça veut dire que forcément, ce que vous n'avez pas fait, je pense qu'il y a ça que le Cap-Vert. Après, moi, ce que je dirais, c'est qu'on est toujours là. J'aime, tu le dis dans tout ce que je fais, c'est de la stratégie. Quand vous allez dans un conflit, il y a les dits et il y a les non-dits. Ce que le Cap-Vert a dit, moi je dis, c'est tiré par les cheveux. Tout à fait. Quand une équipe nationale, quand elle est en compétition, c'est un pays qui est en compétition. Ce n'est pas une équipe du Barça qui joue. C'est-à-dire que c'est le Cameroun avait accès à une infrastructure pour parier une compétition. Donc, on ne doit pas arriver au terrain pour commencer. Parce que si vous arrivez à l'heure d'entraînement et que le terrain est occupé, c'est pas quand vous arrivez qu'on parle, non. Il faut que les gens quittent, mais il faut qu'on mette la pelouse à jour. À jour. Ça veut dire qu'on arrose. Voilà. Parce qu'il y a des modes de gazon qui sont arrachés, on fait des remblais. Ça veut dire que le fait même les lions, et là je félicite les coordonnateurs, parce que on peut vous laisser le terrain dans un mauvais état qui met directement en danger l'intégrité physique de vos joueurs. Parce que le tout n'est pas d'avoir une infrastructure, mais avoir l'infrastructure dans quelles conditions. Je pense qu'il y avait ça. Mais c'est délicat parce que les Cap-Verdiens, le tout n'est pas de dire que tout le monde sait qu'une infrastructure aujourd'hui n'a pas un terrain annexe. Dans le monde entier, tous les grands stades ont 2 terrains annexes. S'il y a un terrain qui est occupé, vous mettez l'autre terrain à disposition. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir ce scénario. Je pense que les Cap-Verdiens, et j'attends que la CAF ou la FIFA, comme c'est la Coupe du Monde, prennent des sanctions contre le Cap-Vert. Parce que c'est trop facile de nous faire perdre une séance d'entraînement et de passer ça en perte et profit. Maintenant, moi, la partie sur le match qui me pose, si on revient sur le score du match, c'est de dire qu'il y avait un peu trop un excès de confiance. Parce que quand vous regardez, je n'arrive pas à comprendre toujours le type de turnover. Sur quoi était basé le turnover des joueurs, parce que je comprends beaucoup. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre vraiment quelle était l'idée de faire. Parce que sur un profil, on nous dit, voilà, ceux qui ont joué, je fais mon constat, ceux qui ont joué Eswatini doivent se reposer. Ok, on fait reposer Gade, on fait Géo. Mais pourquoi on ne fait pas reposer Aboukar Vincent et on fait jouer les autres? Donc, j'arrive pas à comprendre quel type de turnover on a envie de faire. Après, l'engagement, moi je regarde le but qu'on prend. Mon problème n'est pas de savoir qui fait l'erreur, qui ne fait pas l'erreur, mais c'est le comportement des acteurs. Nous aujourd'hui, quand on prend un match comme celui-là, je passe le contrôle encore de Serge et de Jérôme. Nous on va prendre des vidéos de ce match qu'on va faire regarder à nos jeunes, qu'on va leur enseigner. Et l'équipe nationale, c'est le must, c'est le dernier niveau d'un pays. En fait, tout ce que nous faisons à la base, les catégories inférieures, c'est pour aller là-bas. En fait, c'est la vitrine de tout ce que nous faisons en bas. Je vous prends seulement le but que nous prenons. Bemo se retrouve en train de courir comme un stopper. Ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il fait là? Le milieu de terrain. Il est généreux. Il a fait, on appelle ça en sport, c'est le dépassement de fonction sur le plan défensif. Ok, il arrive là. Après, ça me pose un problème qu'on apprend en entraînement. Situation de barrage, situation de poursuite. Là, on est en situation de on revient d'abord sur le cas de Baliba. Il perd la balle. Le point n'est pas qu'il perd la balle, mais qu'est-ce que tu fais quand tu perds la balle? Tu dois faire une faute. On arrive tu dois faire la faute. Ok. On a fini, Balébé n'a pas fait la faute. Ça pose déjà point d'interrogation. On arrive sur le second rideau. Bemo dépassant de fonction et court. Où est l'arrière droit? Tchatchoua, où il est? Ok, il n'est pas en couverture à tenir parce que le ballon part de la gauche pour la droite. Quand le ballon est à gauche, l'arrière droit est forcément à l'intérieur. En couverture. Il n'est pas en couverture. Il est où? Ok, il faut poser des questions. Le ballon traverse. Wow. Quand un défenseur est battu en situation de poursuite, si l'attaquant est bien passé, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le côté qui lui reste, en courant dans l'espoir qu'il va pouvoir faire un tacle pour empêcher le tir. Sauf qu'après, il ralentit sa course pour ne pas prendre de risque. Oui, pour ne pas prendre de carton. Non, attention, j'en viens. Alors que là, on n'est même pas à ce niveau. On peut prendre dans les scénarios. Oui. Le Cap-Vert, on a encore le scénario, c'est même c'est vieux comme le monde. On a Suarez qui prend un carton rouge contre le Ghana, après il est homme du match. On a Valverde qui prend un carton rouge contre l'Atlético de Madrid. Donc c'est du réchauffé. On a cas du Cameroun, on a Gade qui prend un ballon de la main. Donc c'est du réchauffé qu'on nous sait. Logiquement, il y a même un niveau où on a le jeune Camerounais là, qui était à la CAN, U17 là, Ntamak,
qui fait une faute sur le joueur sud-africain, qui l'empêche de partir. Il y a des scénarios où tout le monde vous dit il cherche un net de but, il faut faire la faute, il faut stopper l'action le plus tôt possible. On a même une image là où, il y a un moment donné là où Boyomo est même plus avancé que le donc il va arrêter dans la surface. Donc en fait, alors qu'il peut l'arrêter bien avant la surface. Ça c'est la première partie. Il faut croiser sa les deux défenseurs. Et l'arrêter. Pour moi, il n'est pas concentré. Il n'y est pas. Parce que je ne dis pas concentré, il n'y est pas. Le comportement de Boyomo me pose un problème. Généralement, quand on appelle ça en sport de haut niveau la décision. Tu le sais, tu es recruteur. Tout est basé sur la décision. On dit qu'il faut décider vite. On décide vite. Boyomo, je fais la faute, il ne doit pas se poser la question, je fais ou je ne fais pas. Tu fais la faute. Oui, automatique. Ou tu ne fais même pas. Parce qu'il envoie la main, il retire le bras. Oui. Quand il est indécis, on n'est pas indécis quand on a la situation critique. Ça pose un problème. Après, il y a un autre problème qui me pose une question. On apprend à tous nos gardiens de but. Quand le gardien sort, il réduit l'angle des goals. Et le gardien a deux choses. On est encore sur la décision. Situation de jeu et décision. Quand le gardien juge, quand on est en duel de le gardien doit juger, est-ce que ma défense est battue? Si ma défense est battue, je sors pour réduire la distance des cages. Le gardien ne sort pas. Il reste dans les buts. Le gars est tiré. Et quand tu ne sors pas, l'angle est plus ouvert. Quand le gars tire, le gardien est même pas encore 5 mètres. Il est derrière la ligne des 5 mètres. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, comment on a fait pour arriver à préparer ce match? Est-ce que les gars étaient dans WhatsApp ou parce qu'à la limite, ils n'étaient pas dans le match. Donc pour moi, ça me pose, à chaque pilier de l'équipe qui a joué, ça me pose un problème. Et je me dis à un moment donné, sur ce débriefing-là que je regarde, il y a plus de questions à poser. Et je le dis comme ça pour dire que non, on ne va pas rester sur... Les gens vont tirer sur tel affaire. Non. Oui. Chaque fois que les joueurs jouent, moi je regarde le comportement. Wow, situation de poursuite, ça nous a posé. C'était un gros ouf. Baleba peut faire la faute, il ne la fait pas. Wow, il fait quoi? Quand tu es battu, tu fais quoi? Tu ne restes pas derrière le joueur. Regardez la vidéo elle est affolante. Il ralentit sa course. On a quand même les images de ce match. Ça me pose un problème. En fait, il faut qu'on regarde ces vidéos et qu'on ramène les garçons, on leur dit, regardez vos vidéos et dites-nous ce que vous pensez. Et je pense que le premier élément à faire, et après, il faut prendre des sanctions. On leur dit, quand vous venez jouer au Cameroun, ça fait ce que vous ne faites. Laissons les clivages de joueurs pro fédération, joueurs pro autres. Pour moi, il y a un réel problème. Sur le jeu en situation de barrage, jeu en situation de poursuite, anticipation, tout ce qu'un joueur de haut niveau n'est plus censé avoir. C'est des choses qu'on apprend en U16. Tu ne places pas un joueur à Nantes, voilà où le gardien est assis. Voilà, regardez où il est encore sur les CM5, il ne doit pas être là-bas, puisque l'angle est tellement ouvert. Que fait, regardez, ils sont tous en train de ralentir. Ça pose un problème. Moi, je me dis à un moment donné, est-ce qu'ils ont encore envie? Est-ce que les problèmes environnementaux n'ont pas eu le dessus sur le comportement des uns et des autres? Parce qu'aujourd'hui, moi, je disais encore à un gars des médias, avant d'arriver dans ce plateau, qui est dans une logique de pro A ou pro B. Que quand tu fais tous les documentaires que tu fais sur le gardien de but, alors qu'on a besoin de ce gardien pour gagner un match, est-ce que tu penses que tu sers une cause qui nous aide? C'est comme si vous battez votre épouse en pleine rue. En fin de journée, qui est dénigré? C'est votre épouse ou c'est vous? C'est vous-même. On a passé le temps à créer des débats autour des joueurs, C'est des êtres humains. Aujourd'hui, on est cloué au pied du mur. Ils ont fait tous des erreurs. On fait quoi? On va critiquer Baleba, on va critiquer Wo, on va critiquer Boyomo. On finit quoi? Tchatchoua, on prend quoi? Onana, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'aujourd'hui, tous les joueurs là sont dans un camp ou un autre. Qu'est-ce qu'on fait? On les vit tous? Non. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne que pour tout le monde, on a besoin. Quand on va en Coupe du Monde, il y a un paquet de milliards qu'on gagne. Quand on va en Coupe du Monde, tout le monde est intéressé. Il y a un moment donné où on doit se dire, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est le qu'est-ce qu'on fait. Parce que tout le monde est dans la gadoue. Cette action est révélatrice de l'environnement du football camerounais. Les acteurs, à un moment donné, n'en peuvent plus. Ils ne savent pas s'ils doivent se battre. Mais Enzo envoie la main, il retire la main. Valverde n'a pas réfléchi. Valverde s'en va. Suarez n'a pas réfléchi. Gade n'a pas réfléchi. J'ai encore cette action de but là. Regardez. Et j'ai encore un grand homme politique qui a dit dans un média, si on veut gagner, on doit lever Gade. Gade qui avait envoyé la main pour arrêter comme un gardien de but, qui s'est sacrifié pour le match. On a donc, non.
on doit arrêter. Le menuisier doit s'intéresser à son métier. On doit remettre, comme on va dire, l'église au centre du village. On a besoin d'aller au mondial. Maintenant, on est coincé parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, le Cap-Vert a 2 balles de match. Il a faut 2 matchs nuls. Voilà, on va peut-être évoquer ça tout à l'heure. Sur l'essentiel. Telle est polémique. Je dis encore, telle est polémique. Si on n'y va pas au mondial, personne n'aura raison. Serge, depuis hier aussi, quand on écoute, il y a beaucoup de réactions, hein, et notamment certains entraîneurs qui estiment qu'ils n'ont pas compris le projet de jeu de Marc Brice face à cette équipe du Cap-Vert. Est-ce que c'est la même impression que vous avez eue? Ils n'ont pas compris le projet de jeu comment. Ça, je n'arrive pas à comprendre parce que depuis quand Marc Brice gagne ou alors il fait nul, ils comprennent le chemin de jeu. C'est lorsqu'ils perdent qu'ils ne comprennent pas. Moi, je suis dubitatif sur la question. Bon, ce que je voulais dire quand même, c'est que... En parlant des choix tactiques, des choix des joueurs, des remplaçants, comment est-ce qu'on se comporte face à cette équipe du Cap-Vert? Parce qu'il y a eu une défaite. Oui, tant que ça marche, franchement, on parle d'une autre manière. Guy est d'accord, ou alors mon frère à côté. Donc, et maintenant, les choix. Vous savez, si nous sommes 27 millions, nous sommes 27 millions d'entraîneurs, tous. Je dis tous. Il y a d'autres qui ont même fait plus, qui s'entraînaient même avec les Lions. Donc, tout le monde a envie d'aller sur le chaudron. Donc, bien qu'occupant certaines d'autres postes. Donc, moi je dis, en ce qui me concerne, présentement, Guy l'a épilogué, les Lions d'aujourd'hui, c'est le reflet de ce qui se passe en amont. Oui. C'est-à-dire, il n'y a rien en aval, je voulais dire. Il n'y a rien à dire. C'est ce qui se passe derrière. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes tombés. Parce que quand vous allez voir, il a essayé de parler d'une situation seulement de match. Un seul match, celui de l'Afrique du Sud. Non, c'est même pas en Afrique du Sud. On commence à laisser tomber les points avec l'ancien entraîneur, Rigaud. Parce que quand il part, nous avons battu, je crois, on bat l'île Maurice, et on s'en va faire un nul contre la Libye. Ouais, voilà 2 points que nous laissons d'abord sur le carreau. Parce que dans notre poule, si on regarde bien, les équipes qui sont plus ou moins structurées, qui pouvaient nous faire ombrage, il n'y avait que 2. Il y a l'Angola et le Cap-Vert, qui nous a d'ailleurs toujours battus. Et l'Angola qui nous a souvent posé des problèmes. Parce que quand vous allez un peu dans les archives, vous voyez un peu les rencontres Cameroun-Angola, c'est mi-figue, mi-raisin. Je me souviens une fois, ils sont même venus nous menacer ici. Ils ont marqué le premier but. Il a fallu que Belangom, quelque chose, je crois, égalise. Guy peut... Bon, il y a eu même beaucoup de choses. Donc, il n'y avait que l'Angola et puis maintenant le Cap-Vert. Les gens même à étudier beaucoup plus. Comme il le disait tantôt, les gens qu'on a envoyés en amont pour essayer d'avoir, c'était beaucoup plus l'Angola et puis le Cap-Vert. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on fasse un match nul contre la Libye. Voilà 2 points qui restent. Et on s'en va encore faire, avec le Rififi dont tu as parlé, on perd encore 2 points. Contre les États-Unis, ça nous fait 4 points que nous avons perdu comme ça. Bon, maintenant, le 1 que nous faisons contre l'Angola, je peux encore l'estimer être un bon 1-1, parce que l'Angola a l'habitude de le faire. Maintenant, une équipe aussi qui a l'habitude, naturellement, de nous créer des situations. Au premier match à Yaoundé, nous donnons 4 à cette équipe. Maintenant, ce qu'il faut donc lire dans cet aspect des choses, si je me retrouve, c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans les si j'ai pris mes 4 points dont je parle là, je pourrais me retrouver à un certain niveau. Le Cap-Vert se serait retrouvé tranquillement en difficulté. Mais non, justement, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en difficulté, puisque on est à moins 1 point. Au lieu de jouer, il l'a dit là tout à l'heure, nous commençons à jouer plus dans notre camp qu'ailleurs. On joue dans notre camp, au lieu d'aller jouer devant. C'était une mauvaise. Bon, après, on va me dire qu'on avait la possession de balle. La possession de balle, quand vous jouez dans votre camp, à un moment, même dans un forum, j'ai dit qu'on en est en train de toucher le ballon, plus qu'Aboubacar Vincent, qu'on fustige aujourd'hui. Il n'avait pas de ballon. Il était obligé de décrocher pour venir chercher peut-être un ballon. Et tu sais pourquoi, Serge, si je peux y ajouter. Oui, vas-y. Le Cap-Vert a fait un choix, je passe ton contrôle. Ils ont besoin d'un nul pour stabiliser. Pour la position. Ils nous ont laissé le ballon. Et quand on vous laisse le ballon, c'est 2 choses. Vous devez construire, vous devez chercher des espaces. S'il n'y a pas des espaces sur le plan
parce que l'adversaire est dans son camp. S'il n'y a pas d'espace, ça veut dire qu'il faut beaucoup de courses. Il faut que l'extérieur, par exemple, fasse des appels intérieurs pour libérer le couloir. S'il n'y a pas de course sur le plan offensif, vous allez forcément faire des passes dans votre camp. J'en viens. Ce qui s'est passé. J'en viens. Il fallait qu'il y ait des courses justement, sur ce plan-là, tactiquement un peu, je vais m'y essayer. Je me suis rendu compte que le Cap-Vert a bloqué nos deux côtés, sachant que les deux côtés étaient forts. C'est-à-dire qu'ils ont mis un garde devant Beaumont et un autre juste derrière. En attendant donc peut-être que comment ça s'appelle, Tchatchoua fasse des dédoublements. Maintenant, quand Tchatchoua fait des dédoublements, techniquement, c'est pas trop ça. C'est-à-dire qu'au moment peut-être de revoir pour faire les centres, c'était difficile. Bon, maintenant, l'autre côté a un peu fonctionné avec Nkoudou et nous Tolo. Nkoudou d'ailleurs, il a dit que c'est à la 47e, c'est-à-dire aux arrêts de jeu, la première mi-temps, qu'on a une action franche. Nkoudou réussit dans un dédoublement avec nous, trompe la vigilance, fait comme s'il veut envoyer le ballon à nous Tolo, mais plutôt adresse un centre. Et Zambangui, ça met un coup de tête décroisé qui a failli mettre à la décharge de Serge, je vais m'y essayer, c'est que à partir du moment que l'adversaire joue avec un bloc bas, vous devez opter sur la percussion. Effectivement. Et on sait tous qu'en termes de percussion, Bassoko est plus bon que Koudou. Bassoko est plus dribbleur que Koudou. Koudou, c'est beaucoup plus un joueur d'espace. C'est beaucoup plus un joueur d'espace. Bassoko, c'est des petits crochets dans un fouloir qui peut éliminer. Un. De deux, dès que le jeu est stéréotypé, vous ne prenez pas un avant-centre qui va fixer. Puisqu'il vous faut du mouvement. Il vous faut du mouvement. Là, tout de suite, en avant-centre, c'est pourquoi je disais à un moment donné que s'il fallait reposer, on pourrait faire attendre à Boaka Vincent, faire entrer un jeune joueur qui peut ne pas. Parce qu'à partir du moment où l'adversaire est fermé, il faut plus un joueur que par ses courses peut créer de l'espace. Mais à partir du moment où il y avait un joueur qui est un peu plus âgé, il y a moins de courses. Et il y a moins d'espace libéré. J'en viens. Je suis en train de finir. Et maintenant, il a parlé au-devant de la chose. Il y a donc maintenant la percussion. Et qui veut donc animer la percussion? Si tu regardes, les autres sont stéréotypés, il n'y a pas de mouvement. Il y a deux joueurs qui essaient d'animer la percussion. Même pas. Même on n'anime pas la percussion. Du tout. Sur le côté, je dis c'était bloqué. Maintenant, il fallait passer certainement par l'axe. Et à l'axe, j'ai vu Christophe Aou faire beaucoup de courses, balle au pied, pour essayer d'aller titiller de l'autre côté. Et également Carlos Baleba. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il essayait d'entrer. Et c'est là où nous allons être dans buté. Carlos veut refaire un contrôle. Et il y a aussi également, il faut pas le nier, il veut faire un contrôle, arrache le ballon, je ne veux pas continuer, tu as bien épilogué là-dessus. Il y a aussi un autre facteur qui, moi, m'a paru un peu bizarre. C'était un peu le gazon, qui apparemment était synthétique. J'ai l'impression que nos joueurs ne sont pas habitués à jouer avec ça, parce que à chaque fois le ballon faisait semblant soit d'osciller. Quand il touche le synthétique, c'était un peu bizarre. On n'arrivait pas vraiment à bien le maîtriser. Or, les séances d'entraînement, telles qu'on dit, devraient nous permettre, dans ces conditions, avec le vent dont on a aussi parlé à un certain moment, attends, Guy, je vais finir, les séances d'entraînement devraient faire en sorte qu'on passe ça, si vous voulez, par des petits ballons et ne pas trop jouer les grands ballons. Parce que je dis, même lorsqu'on lançait les ballons en course, on a l'impression qu'ils connaissaient leur terrain. Je me demandais comment est-ce que le joueur de l'île Maurice réussissait toujours à avoir le ballon avant le Camerounais, alors que le Camerounais, en principe, le joueur camerounais était un peu plus devant le ballon. Où il savait comment maîtriser, où ça, quand ça tapait, ça revenait, je ne sais pas comment ça se passait. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose, cette pelouse ne nous a pas ici. La vérité, c'est que, et c'est ça qui m'embête, c'est que, en fait, on a du mal à utiliser la data. Les Cap-Verdiens ont perdu contre le Cameroun 4-1 à Yaoundé. Ils ont un peu d'avance sur nous. S'ils ont pris toutes les vidéos, la data, s'ils ont pris toutes les données, s'ils ont pris toutes les données des joueurs camerounais, ils savent quel joueur camerounais est rapide, quel joueur camerounais ne l'est pas, tout à fait. Quel joueur camerounais est lourd, quel joueur camerounais ne l'est pas. Puisqu'ils ont perdu contre nous 4 buts à 1. Donc ils savent qu'à la moindre erreur, il est plus facile pour nous de leur marquer que eux de nous marquer. Tout à fait. Donc ils nous respectent en tous les cas. Ils nous ont respectés. Bon, et puis autre chose, je vais chuter quand même. Vas-y. Moi, je vais te rajouter. Pour mon petit temps de parole. Ce qui m'a encore paru blessant, c'est que toute la première mi-temps et le début, avant le but, on joue à la baballe. C'est lorsqu'on a marqué
que le Cap-Vert a marqué, que subitement on a l'impression que le Cameroun s'est levé, s'est réveillé. Alors qu'on aurait dû, nous qui étions dos au mur, on aurait pu commencer le match là de cette manière. Moi je me dis qu'on aurait pu le commencer de cette manière. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais dit dans un plateau précédent. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on nous marque un but pour qu'on se réveille? On se retrouve avec 5 ou 6 ballons subitement dans la surface capverdienne. Maintenant, ils se sont recocoviés en quelques 3 ou 4 minutes. 6 ballons, 17 ballons étaient là-bas. Pourquoi on n'a pas joué alors qu'on était dos au mur? Le football n'est plus une science inexacte. Je ne suis pas sur ce compte de l'argent. Aujourd'hui, vous arrivez aujourd'hui à la date. Moi, je suis surpris. Je l'ai dit dans un plateau précédent de la CAN des femmes. Les filles marocaines avaient des boules sur le dos, c'était des gilets GPS. Quand le gars va battre de course notre défense, vous voyez la façon de courir du gars, il n'est pas surpris. Il connaît la vitesse des uns et des autres. Il sait qu'il va accélérer. En fait, il n'y a que nous qui sommes surpris parce que je suis toujours embêté de voir les séances des Camerounais. Tu ne vois pas les gars avec les gilets GPS, on ne parle pas des opérateurs, des opérateurs data. Je suis d'accord, je te comprends parfaitement. Moi, si tu comprends des uns et des autres, ce qui s'est joué, c'était une masterclass. Les Capverdiens ont toutes nos données GPS, elles ont toutes nos données. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Je vais te donner un élément. Ils ont ce que Baleba travaille beaucoup plus sur la force. Il faut pas aller sur le duel à l'épaule. Dès qu'il envoie son épaule, il faut esquiver, il faut récupérer sur l'autre côté. Quand le gars a pris la balle, il sait qu'il faut attaquer. Moi, je l'ai fait dans un tournoi précédent à Yaoundé, où je jouais contre une équipe, les Boissons du Cameroun, pour ne pas les citer. J'avais compris qu'ils avaient Zachou qui va très vite, avec Pounéon, ils avaient le jeune Pobia qui va très rapide. Maintenant, mon avant-centre, à chaque fois que tu as un ballon, ne cherche pas celui qui va vite, cherche celui qui va moins vite. Et on a eu une action pareille, on a failli avoir un penalty. Si ça rentrait, c'était une masterclass. Les gars, aujourd'hui, on nous étudie très bien. Ils nous ont laissé la balle. Et quand on vous laisse la balle, c'est qu'on est parti jouer contre le Cap-Vert. On est parti avec quel dispositif? Est-ce que l'adversaire va jouer bloc bas? Ok, si je joue bloc bas, on joue comment? Si je joue bloc bas, on joue comment? Et à partir du moment où l'adversaire nous dit qu'il joue bloc bas, on n'est pas surpris. On fait ce qu'on a à faire. Mais c'est ça que Serge parlait tout à l'heure. C'est pour nous dire à Serge qu'il y a beaucoup. Je ne veux pas dire, parce que je ne veux pas dire que moi, il y a plein là-bas qui m'enseignent comme éducateur, mais je suis surpris qu'il y a eu beaucoup d'impréparation. Parce qu'à partir du moment où l'adversaire, quand il me dit que Serge me dit que c'est Wo qui va attaquer le centre. Oui, c'est ce qui se passe. Non, je t'explique. Non, je lis. Non, je peux changer. Moi, je suis éducateur, je suis entraîneur pour ça. Je dis que j'ai lu, c'est ce que j'ai À partir du moment où le stopper va attaquer le centre, ça veut dire que les neutres n'arrivent pas à faire du dépassement du fonction. Sinon, il ne va pas essayer à faire cela. Ça veut dire quoi? À partir du moment où l'adversaire est en train de jouer bloc bas, il faut que les extérieurs créent des mouvements à l'intérieur pour libérer les couloirs. S'ils ne créent pas des mouvements, ils vont saturer les couloirs. L'adversaire est tranquille. Et du coup, il va se passer qu'il n'y a pas d'espace. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 passes, on est bloqué, on recommence derrière. Il faut que l'avant-centre, à un moment donné, décroche vers le milieu de terrain pour libérer, pour essayer d'absorber 1 ou 2 joueurs dans son dos et libérer un espace qui peut servir à un milieu de terrain. Exemple simple. L'avant-centre décroche, on donne un ballon, il fait un contrôle, il remise. Dans son dos, on met un ballon en poursuite, l'autre s'en va. S'il ne décroche pas, il n'y a pas. En fait, il faut qu'il crée du mouvement. Mais moi, je crois que Guy Marcel, le staff de l'équipe nationale n'a pas prévu tout ce que tu expliques là, parce que ce soit, lorsque Aboubakar, qui décrochait déjà moins, permettait que pour laisser le couloir à Koudous ou à Bemo, ça ne s'est pas joué. Parce qu'il faut dire que le Cameroun ne peut pas venir, sachant qu'elle est en train de jouer la finale à Praia, et venir jouer un match comme si un point nous arrangeait. D'entame de match, c'était pas ça. C'est-à-dire que, comme Serge l'a expliqué tout à l'heure, il fallait venir à Praia, quelles que soient les conditions. Et comme je dis, qui est-ce qu'on a envoyé quelques jours avant, je veux dire, prendre l'état de climat, le stade et toutes ces conditions. Parce qu'il faut dire qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on vient jouer à Praia, mais on joue au rythme. C'est-à-dire que comme si nous n'avions pas de solution autre pour pouvoir... Parce que je dis, on finit le match, les 45 premières minutes, on ne sait pas créer une action de but. Maintenant, lorsqu'on prend le but, on voit comment la balance de tout le monde essaie de s'attaquer. Jérôme, je refuse de dire que... Parce qu'on parle quand même de l'équipe nationale. Oui. Je refuse de dire qu'ils n'ont pas prévu. Je veux seulement dire ça. Que vous savez... quand on est cadre, on est cadre. Un cadre, c'est pas une agent de maîtrise. Je me refuse de dire qu'un cadre, il est plus comptable d'une gestion d'un projet qu'autre chose. À partir du moment où, et c'est moi je l'ai dit que la séance qu'on a annulée, elle portait sur quoi? À partir du moment où tu as annulé une séance d'entraînement, j'imagine entre guillemets, peut-être porter sur l'animation. Aller travailler en salle, c'est pas la même chose. Comment tu fais? Tu peux au moins essayer d'adapter ton speech. Parce qu'en fait, il faut adapter. Si tu as annulé une séance, parce que les joueurs en fin de journée, quand vous regardez, pourquoi est-ce qu'un joueur est bon en 1 an?
on a un compatibilité bon au Barça, après il quitte pour aller à niveau un peu plus bas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'arrive plus à reproduire ce qu'il faisait de manière simple. Et pourquoi? C'est tous les jours qu'il faut qu'il travaille. En fait, on n'a pas fait une séance, les joueurs sont restés dans leur zone de confort. Quand ils sont arrivés au terrain, les Capverdiens, ils ne voulaient que ça. Parce que quand vous dites que vous avez percuté, vous dites pas à un joueur, si vous faites un dispositif en pensant que l'adversaire va jouer haut, votre classement tient la route. Si le Cap-Vert joue haut, le classement avec Koudou, avec Bemo et Aboka Vincent tient la route. Exactement. Puisque quand ils vont nous chercher dans le camp, ils vont libérer les espaces derrière eux. Et du coup, on peut mettre dans la course, Koudou peut partir, Bemo s'en va, et après il fait une remise sur Aboka Vincent. À partir du moment où l'adversaire joue bas, vous n'avez pas besoin des joueurs qui veulent l'espace. Il vous faut des joueurs qui ont besoin de petits espaces. Aussi simple que ça. Il vous faut des milieux de terrain qui font du dépassement de fonction. Et c'est là où je dis, tu ne peux pas avoir un banc de touche comme Namasso, qui va chercher, qui a quelque chose à prouver, qui percute. Donc il y a des éléments comme ça qu'il faut. Et c'est là où les profils de joueurs que vous appelez, vous adaptez par rapport à cela. Moi, je pense que le Cap-Vert a joué bas. Et pour moi, à partir du moment où on va dans un tournoi ou une compétition, on doit se dire, le Cap-Vert a perdu 4-1 contre nous. Il veut avoir un match nul. Qu'est-ce qu'il va chercher haut? Donc c'était tellement logique qu'il devait jouer bas. Voilà. Au minimum, il va jouer médian. Mais toi, en tant qu'entraîneur, Guy Marcel, tu peux venir dans une rencontre pour ça avec, je veux dire, deux façons de jeu. C'est-à-dire, en premier mi-temps, on finit 0-0. C'est bien. En deuxième mi-temps, une autre stratégie pour pouvoir remporter la rencontre. Parce que s'il faut dire tout simplement que le Cameroun n'a pas montré qu'elle avait envie de remporter cette rencontre. Je crois qu'à mon avis, je peux dire c'est des experts. Le dit, je pense que la séance qu'on a annulée était très importante pour l'animation, tant offensive que défensive. On n'a pas, comme on dit, le champ de bataille impose la manœuvre, on n'a pas manœuvré. Parce qu'à partir du moment où tu annules une séance d'entraînement qui est importante, ou un meeting, tu dois te dire un peu faire du door-to-door. Et voit aussi le choix des hommes. Non, la séance devait porter sur les hommes. Parce que je vais te prendre un truc, Serge. Quand nous faisons les entraînements à la veille des autres compétitions, la dernière séance que tu fais sur la percussion, tu vas regarder le joueur qui sent la percussion. Ça va te donner le choix entre est-ce que je vais jouer Basugo ou Namasso ou bien Koudou. Si tu n'as pas la séance là, tu peux te dire que je prends. Mais on n'oublie pas que l'entraîneur en quittant de Yaoundé déjà avait un préclassement dans sa tête. Parce que on ne peut pas comprendre, comme tu venais de dire, pourquoi est-ce qu'on enlève Ngande, pourquoi est-ce qu'on enlève X et pourquoi est-ce qu'on garde ceci. Parce qu'on a vu Atuavom faire une belle prestation à Yaoundé. On a vu Nagida faire une belle prestation. C'est-à-dire que les gars qui avaient envie de jouer. Maintenant, tu arrives à Praia, tu ramènes certains cadres, certains dispositifs et que ça fonctionne. Merci Jérôme, parce que tu as pris un autre point que je voulais en venir. On a vu le jeune Nagida qui a fait un bon match contre les Swatini. C'est pas le problème du match qu'il a fait que ça dit qui est intéressant. C'est l'activité qu'il a mis sur son couloir. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ce type d'activité. Parce qu'on a vu Barré, aller, revenir, dépassement de fonction, chercher tout ce qu'on aurait dû rechercher contre le Cap-Vert. Donc ça veut donc dire qu'à un moment donné, on a... Et c'est vrai que je dis toujours que la séance qu'on a peut-être annulée, pour moi, elle aurait peut-être montré qu'on aura plus de besoin du profil de Nagida que celui de Nouo Tolo. Et pour moi, c'est un peu ça que... Par exemple, moi j'ai vu au match contre Swatini, où on a fait jouer, comment on l'appelle là comment on l'appelle là, l'ailier qui s'est réduit latéral là. L'autre, le gars de Moscou là. Oui, Ngamale. Moumi Ngamale a joué contre Swatini, il a joué arrière latéral. Mais comme c'est un extérieur ailier à la base, après le centre, il a apporté beaucoup de dépassements de fonction et d'activité. Sur ce match, l'adversaire joue pas. Donc forcément, on a besoin d'avoir quelqu'un qui peut trouver les espaces, qui est comme un ailier. Je pense qu'à un moment donné, et c'est là où je disais tout à l'heure tantôt, et c'est là où vous allez me rejoindre, c'est que quand l'environnement n'est pas bien, forcément les gens sont dans des choses qui ne servent à rien. Quand l'environnement est propice à l'émancipation, c'est comme dans un couple, hein. Quand tout le monde est en paix, le mari trouve toujours du temps pour chuter à l'oreille de son épouse pour dire que mais tellement manger quoi. Et puis il y a, quand en dehors du choix des hommes, moi je dis aussi, il y a même aussi l'autre aspect. Nous sommes tellement divisés à ce point où il y en a dans les chaumières qui souhaitent même, par exemple, peut-être pas que le Cameroun paye, mais quand on te dise qu'on en a encaissé, pour justifier quoi? L'environnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'environnement. Pour justifier l'environnement n'est pas propice à la... encaissé.
à la performance. Aboubakar doit jouer. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non, à un moment donné, c'est vrai, Lydie. Ça fait quand même. C'est vrai que c'est pas nouveau. Mais à un moment donné, il a dit ça peut avoir un impact sur les acteurs. Pas que ça peut. Ça a un impact sur la performance. Sur les acteurs. Si ça a un impact sur les acteurs, qui de mieux que des gens qui ont pratiqué la haute compétition pour le savoir que ça aura un impact. Serge, sur je vais ajouter un élément pour revenir sur cet élément environnemental. Il faut penser que... Les gens se regroupent à 4 h du matin, lisent des lettres. D'autres disaient qu'ils n'étaient pas d'accord pour lire la lettre. Mais Serge, la meilleure, c'est quoi? Il faut penser vraiment que le choix de Manchester de transférer le compatriote à Trabzonspor porte sur, non, c'est pas ses performances. Pour nous qui avons travaillé avec les expatriés pendant près de 20 ans, s'il y a une chose qu'on ne peut pas refuser aux expatriés, c'est d'être superstitieux. Si un expatrié, c'est que tout le matin, il vient à Zip. Vous allez bien voir leurs habitudes. Si tous les matins, il se réveille à 5 h, il passe devant telle chose, il va faire la même chose. S'il se rend compte que votre nom revient toujours et ça lui pose à ne pas gagner, il va dire, il faut quand même que j'enlève parce que à chaque fois, il faut se justifier et il va enlever. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous-mêmes, on se tire des balles. Il y a des gardiens, on a cru le cas de Maguire à Manchester, qui a fait des... On a même vu des levées de boucliers extraordinaires en Angleterre sur leurs compatriotes. Ils ont pu te protéger. Et aujourd'hui, Maguire est revenu à des bonnes performances. Mais nous, on trouve toujours... Moi, j'étais un peu sidéré. Je l'ai dit, et là, je parle sur le plan même du marketing. Voilà un gars qui peut lever 11 milliards de francs par an, qui peut construire un hôpital, qui peut construire une académie. Aujourd'hui, tel qu'on le traite, il n'a aucun intérêt d'investir au Cameroun. Il n'a aucun intérêt. Mais en fin de journée, si demain il arrête de faire sa carrière, qui a perdu? Ce n'est pas le pays, c'est le pays qui a perdu. Sadio Mané est parti en Arabie Saoudite, il a construit un terrain synthétique, il construit des hôpitaux, il investit. Tout à fait. En fait, en fin de journée, cela me rappelle un peu, je sors de là pour dire une histoire que j'avais eue lors de la CAN. On était dans un bar avec un haut directeur des boissons du Cameroun. Il y avait un barman qui était dans la guerre des clans, qui voulait qu'on perde parce qu'il y avait un joueur qu'il fallait qu'il ne joue pas bien. Il lui demande, quand le Cameroun gagne, tu peux faire combien de chiffres d'affaires moyen? Il dit, je peux vendre même 500 000 francs de boissons. Il dit, ok. Quand le Cameroun perd, tu peux vendre combien? Il dit, tout le monde s'en va, personne ne reste 100 000. Si le Cameroun est éliminé, il dit, même personne ne dit. C'est ce qui s'est passé hier. Fin de journée, pourquoi tu peux militer pour que le Cameroun perde? Parce que tu vas t'appauvrir. Enfin, on est arrivé, et c'est ce que Bojiko disait ce matin à la radio, on a quand même une particularité planétaire où on se tire des balles, après on va se plaindre. Un compatriote comme ça peut arriver au Cameroun, il lève des fonds, il fait des choses, mais restons-en sur ça. Travaillons beaucoup plus pour rassembler. Et il fait déjà. Aujourd'hui, on a plan de la santé, on a vu son entourage, ses agents et tous ceux qui travaillent avec lui, au gardien André Onana. André Onana est en train d'être transféré sous prêt à Trabzonspor. C'est dès un moment du mercato. Je crois que son équipe, ceux qui l'entourent, doivent travailler sa mémoire. Parce qu'il vient en sélection nationale avec beaucoup de bruit de casserole. C'est-à-dire qu'on doit l'affûter, on doit dire voici, voilà, etc., etc. On doit le préparer. Parce que moi je dis... préparer psychologiquement, c'est-à-dire que nous mettre à point, voilà, on pourra tout dire de toi, on pourra, mais fais ton match, travail, je vais dire, soit tu es en activité, et essaie de je vais dire quoi, de projeter tes performances. Il faut toujours être prêt à ce que, ok, tu vas à Trabzonspor juste pour une saison, on pourrait te relancer à gauche ou à droite, parce qu'on ne peut pas comprendre que Manchester est en train de vouloir le saboter un peu. Ils sont quand même dans l'Ajax Amsterdam. Tout à puis fait. Inter de Milan. Puis, étant en terre, Manchester a fait des pieds et des mains pour le récupérer. Tout à fait. Et lui fait partie par la petite de cette porte. façon. Voilà, je crois que ce qu'il venait de dire est un peu pertinent parce que nous avions ceci de particulier, c'est d'apprécier le mauvais caractère d'un individu qui nous rattrape aussi plus tard parce que André Onana aujourd'hui, les Algériens ont pris pour faire beaucoup de choses de buzz avec ça. Donc je dis, et à partir d'André Onana, c'est difficile pour nous, les agents, de faire transférer un bon joueur du côté de Maghreb actuellement. Parce qu'on se dit, 2 ans, 3 ans, ça ne pourra pas être ça. Donc je dis, c'est un gardien. Et lorsqu'on atteint un niveau comme celui-là, il faudra avoir des hommes auprès de vous, des grands conseillers, c'est-à-dire que des visionnaires en fait.
dit quelqu'un qui peut... Donc pour vous, vous estimez qu'il ne doit pas mettre long en Turquie, hein? Oui, non, c'est juste pas, il faut qu'il travaille, Voilà, il doit rebondir, il faut qu'il rebondisse. On n'est pas une petite équipe en Turquie, donc il travaille ses performances. Il est possible que Manchester le récupère ou alors qu'une autre grande équipe, parce que quand même il a le nom sur le marché. Je te dirais une chose, Jérôme, je suis d'accord avec toi, mais je te dirais aussi, c'est pas un problème de performance. Vous savez, on nous a appris ça, le dernier module des entraîneurs, ce qui a beaucoup progressé dans le football, c'est le psychologie. Voilà. Vous allez beau tout dire. Si tous les jours, on le dit même encore en psychologie, si vous revenez à votre enfant dès qu'il est tout petit, qu'il est voleur, il finit par devenir voleur. Ça, c'est logique. Enfin, on a créé un système autour du garçon. C'est comme enfin, on a créé un système autour du garçon pour pas le faire réussir au niveau. Et tous les jours qu'il sort, vous allez dire, oui, il est entouré, veut dire quoi? Quand il arrive à l'agence, qui l'entourait? Personne, moi j'encadre 40 gamins chez moi tous les jours. Quand le gamin se configure pour devenir un grand joueur, il devient une bête. C'est un guerrier. Après, si l'environnement autour du gamin n'est pas propice à la performance, vous allez avoir tous les conseillers. Le matin, on vous dit Kassongo, le soir, on vous dit qu'est-ce que vous faites des conseillers? Le conseiller va venir vous mettre dans YouTube, tout ça, non? Les gens prennent des petites bricoles d'images, des bricoles, et ils collent des petites images. Il va voir quelle morale. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que... Et comment est-ce qu'on rectifie le tir? C'est un peu ça la préoccupation de Jérôme. C'est pour dire à Jérôme, si on va aller au mondial, si on va aller... Bon, on est là aujourd'hui, aujourd'hui on parle, n'est-ce pas? On fait quoi de beau? Il a fait l'erreur, non? Oui. On fait quoi de beau? Mais lui aussi, il a ce même problème. Où était dans ce problème de transfert? C'est-à-dire qu'il n'a pas joué assez avec Rennes pour le début de saison. Il est en train de préparer un transfert avec le Sparta de Moscou. Il est peu distrait. Il est venu en équipe nationale aussi. Où on ne subit pas les affres. Non, il ne subit pas. Il ne subit pas. Mais je veux dire que le petit temps peut passer. Il n'a pas su. L'autre va venir. Pour l'autre, dès qu'il est seulement au goal, tu connais ces grandes équipes. La première minute, c'est tu déjà connais ces bon. grandes équipes. Le Real, Barcelone, Paris Saint-Germain, Manchester United et les autres. C'est-à-dire que lorsqu'un Africain arrive, il a l'obligation de performance. Je prends l'exemple de Gana Gueye. À Paris Saint-Germain, on demandait de faire triple alors qu'il sortait dans un bon championnat en première ligue, par exemple. Donc, Jérôme, tu as connu Calamity James. Yes. Il a fait 12 ans au haut niveau en Angleterre. Je veux dire seulement pour dire, en fin de journée... C'était son surnom en fait. Calamity James. C'est pour dire en fin de journée que moi, après d'être éducateur, je suis manager des systèmes durables. Donc, en fin de journée, nous on travaille sur l'homme pour qu'il s'investisse. Oui. Je vous dis, ok, il est Kassongo. Ok, c'est un mauvais gardien. Et je dis toujours aux gens des médias, tous ceux qui parlent autour de lui, quand il aura 40 ans, comme tous les autres qui ont joué, quand il va arriver à la retraite, avec dans son compte bancaire 45 milliards de francs qu'il fallait qu'il investisse. Vous, dans votre compte bancaire, vous n'aurez même pas 30 millions. Vous aurez besoin de lui. Et c'est là que vous comprenez que vous avez investi sur du caillou. Et c'est ça que moi je dis aujourd'hui. Pourquoi nous, éducateurs... 100 millions, c'est beaucoup. Non, je suis modeste. C'est pour seulement dire aux gens... C'est pour seulement dire aux autres aujourd'hui qu'aujourd'hui, non. Dans cet ordre de... Car la Congo, aujourd'hui, quand il rentre aujourd'hui, il a sa grande Mercedes, GL, il roule. Il voit les médias qui étaient là. Il s'arrête, il regarde, après il dit, il passe. Simplement pour dire aux gens... Il faut seulement dire aux gens... Il faut pas rentrer dans le jeu... Dans le jeu. Parce que je vais vous dire une vérité. Une vérité. Je vais vous dire une... Serge. Il s'arrête aussi pour saluer. Jérôme. Il y a une chose qu'on ne dit pas aux gens. Moi, j'ai une académie, non? J'ai des jeunes dans mon académie pour une affaire d'argent. Mon joueur, et tu le sais que ça existe partout. Mais je voulais dire que la durabilité dans cette structure a fait le temps. Non, laisse-moi chuter. Et tu vois que ce qu'il dit est très très profond. J'ai 40 gamins dans mon académie. Il y a des gamins que je vais accompagner. L'agence que je vais leur proposer, qui peut bien gérer leur carrière, ils vont refuser. Ça va nous faire des problèmes, même pas des incompréhensions, on va dire comme ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis un manager, je vais garder, dire, il a choisi. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas, on s'en fout. Le gamin va faire bon gré, mal gré. Et quand il va arriver à la retraite, on va se retrouver, on va discuter. Quand il va faire son transfert chez l'agent que je n'ai pas souhaité qu'il y aille, on va me virer mes indemnités de solidarité. C'est pour dire aux gens, partout où on en est passé, quand ils signent un transfert, on continue à transférer l'indemnité de solidarité. Il y a des débats que les gens posent, ils ne savent même pas ce qu'ils posent. Les gens qui ont
qui sont liés sur le plan financier trouvent toujours un moyen pour s'entendre. Mais tous les médias là qui font autre chose, on n'a pas besoin d'être bien entouré, mal entouré. Moi, je pense que c'est un faux débat. Ouais. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait un compatriote qui porte le vert ou jaune. Valorisons-le, accompagnons-le, comme on le faisait autant des autres. Comme les Français savent bien quand il va arriver à la retraite, quand il est à la retraite, on puisse en tirer le meilleur des profits. Sinon, lynchons-le. Mais souffrons qu'il est le seul, et je vais vous dire, de tous les jours. Je vais vous dire un exemple, et là je sors de là pour dire, c'est l'un des rares joueurs à l'heure actuelle qui peut dire à Adidas, viens construire un stade synthétique au Cameroun, on construit. Ou bien viens me mettre équipement. Comme Sadio Mané a fait avec Pepsi Cola au Sénégal. C'est pas pour dire, pour moi, il faut soyons au-dessus de certains nombre de choses. D'accord. Est-ce qu'avant de se quitter, on peut avoir rapidement le classement dans les différentes poules, Eric, à l'issue de la 8e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, commençons par le groupe A. Parfait. Là, on a Serge, l'Égypte qui est en tête avec 20 points. Le Burkina Faso est deuxième. Bon, l'Égypte, voilà. On a combien, 14, ça? On passe au groupe B, Eric. Non, là, on est égalité avec le groupe B avec le Sénégal qui est en tête. Le Sénégal qui a 18 points dans ce groupe. La RDC est deuxième avec 16 points. Le Soudan ici, Soudan, troisième avec 12 points. Dans le groupe C maintenant, il y a l'Afrique du Sud qui est en tête avec 17 points. Le Bénin est deuxième avec 14 points. Le Nigeria est troisième ici avec 11 points. Là, ça veut dire qu'on regardera la Coupe du Monde sans le Nigeria. Oui, ça c'est la première grosse surprise. Le Nigeria, il est éliminé. Sans reconstruction. Allons-y, je vais voir ça. Dans le groupe D, voilà, on a le Cap Vert, qui est en tête avec 19 points. Le Cameroun est deuxième avec 15 points. La Libye troisième, juste derrière nous avec 14 points. Voilà pour le groupe D. Dans le groupe E maintenant, dans le groupe E, c'est le Maroc qui est en tête avec 21 points, suivi de la Tanzanie 10 points. Le Niger est troisième ici avec 9 points. Zambie, quatrième avec 6 points. Et puis Congo, dernier avec 1 point. Dans le groupe F, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête, 20 points. Juste devant le Gabon, deuxième avec 19 points. Nous sommes cinquième, meilleur, deuxième. Et là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Dans le groupe G, l'Algérie est en tête avec 19 points. L'Ouganda est deuxième avec 15 points, à égalité avec le Mozambique, troisième. Et dans le groupe H, la Tunisie, 22 points. La Tunisie également déjà qualifiée aussi pour cette Coupe du Monde. Deuxième, la Namibie ici avec 15 points. Libéria, troisième avec 11 points. Et on va terminer par le groupe I. Le groupe I, c'est pas bien centralisé. Eric Ngando. Bon, le groupe I, c'est le Ghana. C'est le Ghana qui est en tête avec 19 points. Voilà, suivi de Madagascar avec 16 points. Les Comores, troisième avec 15 points. Là aussi, le Mali est quatrième avec 12 points. On doit oublier le Mali aussi lors de cette Coupe du Monde. Voilà un peu pour la situation après la 8e journée de ces éliminatoires. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, au vu de ce qui se passe et l'analyse qu'on peut faire, c'est que le Cameroun, à l'heure actuelle, si on reste là, nous sommes au quartier, comme on dit. On est mathématiquement éliminé. Parce que nous sommes le 5e meilleur deuxième. C'est-à-dire même pour les barrages, c'est pour les barrages, c'est difficile. Mais maintenant, il faudra donc compter sur la suite. La suite, c'est qu'on a 6 matchs. Il faut gagner les 6 matchs. 2 matchs. Moi, je vais jusqu'au barrage pour aller en Coupe du Monde. Je dis qu'on a 6 matchs, il faut gagner les 6 matchs. Il y a 2 matchs actuels dans le groupe. Il faut bien les gagner. Il faut absolument gagner avec des bons scores. Parce que ça, au moins, ce qui est déjà bien, c'est qu'au niveau du goal average, le Cameroun est bien placé. Bon, maintenant, les barrages continentaux également, nous avons également 2 matchs qu'il faut gagner, c'est-à-dire au niveau africain. Et maintenant, si on va de l'autre côté, il faut faire attention parce que l'autre jour aussi, je regardais toujours à TF1, on disait que la Suède pouvait se retrouver dans les barrages. Or, quand on voit en Europe, la Suède, bon, ce sera un peu difficile. Donc, il y a 6 matchs qu'il faut gagner. 2 dans la poule, 2
dans le continental et 2 dans l'intercontinental en mars 2026. D'accord, merci bien messieurs d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe technique avec Eric Gando à la réalisation, Nono Fétudé les caméras, Pierre au son, Yvonne Amougou au maquillage. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.